je voudrais faire un petit rappel important parce que c'est quand même important de le préciser. C'est important, sinon je ne suis pas très content de ce qu'on a fait. Au départ, l'échange devait durer environ 1 heure. Okay? Rémi m'avait dit, écoute, j'arrive à telle heure, je pars à telle heure, ce qui nous laissait, avec le temps d'installer tout, entre 1 heure et 1h15 d'émission. Et je suis parti donc pour préparer une émission d'1h15. Et une émission d'1h15, tu ne la prépares pas d'une heure, tu ne la prépares pas de la même façon qu'une émission de 2 heures. Dans une émission à 1 heure, tu vas essayer de survoler brièvement un maximum de sujets pour apporter un maximum d'éléments en vue. Par contre, dans une émission de 2 heures, tu présentes moi, mais tu as plus le temps d'aller en profondeur. Vous voyez? Et donc, on s'est retrouvé un petit peu avec le cul entre deux chaises parce que on était parti pour faire une émission, on va survoler les sujets pour échanger entre nous, et puis on s'est retrouvé face à un Rémi qui a beaucoup aimé la conversation. Nous aussi, on appréciait beaucoup la conversation, et on a continué à explorer, etc., etc. Mais le problème, c'est que du coup, on n'avait pas préparé l'émission de cette façon-là. Et donc, si on savait depuis le début que l'émission aurait duré 1h50, on aurait certainement pris une liste de Q-proof, on aurait pris une liste des posts qui prouvent que toutes ces choses-là sont vraies, qui se sont produites, et blabli, et blabla. On aurait eu plus de temps. D'accord? C'est important de le préciser avant de commencer cet échange avec Rémi. C'est un échange qui a été filmé en amont parce que Rémi, il prépare sa tournée en France, justement, qui commence la semaine prochaine. Et donc, maintenant que c'est dit, maintenant que c'est pris en compte, les gars, vous avez autre chose à ajouter ou on peut annoncer l'arrivée J'ai envie de dire que tout ce qui s'est fait pour le mieux, et si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Voilà. Mm-hmm. Et je vous souhaite ça tous a un donné très une bon conversation, ça a donné une conversation spontanée, ça c'est clair. Oui, Rudy? Rien à ajouter, si ce n'est que j'ai vachement aimé échanger avec Rémi, qui moi dans l'échange que j'ai eu avec lui, m'a donné l'impression d'être exactement la même personne qui est dans cette vidéo. Quelqu'un de simple, d'authentique, d'honnête, qui se pose des questions, et voilà quoi, et qui reconnaît quand à un moment donné il est un peu léger, qu'il a eu tort, ou qu'il est prêt à changer d'avis. Moi j'ai trouvé que c'était très très enrichissant, et je suis très content de pouvoir voilà quoi, d'avoir pu échanger avec lui un petit peu pendant ces... Et on aimerait vraiment, dans les temps qui viennent, échanger avec un maximum de personnes qui se posent des questions sur les sujets. C'est juste qu'à partir de maintenant, on va le faire à part, parce qu'à chaque fois qu'on a fait des émissions, on a passé 2 heures d'échange, etc. On est passé à côté d'une actualité qui était intéressante, et aussi des sujets que j'ai préparés depuis longtemps, comme Harut et Marut. Sujet super important dans les temps qu'on vit. Il faut qu'on revienne un petit peu. Donc, si jamais dans le futur, il y a d'autres échanges, ils seront publiés à part. D'accord? Ils ne seront plus dans les lives, parce que les lives, on a des sujets importants à aborder, les gars. Voilà. Mais en tout cas, c'était un honneur de discuter avec Rémi, et la magie du direct va nous permettre de voyager dans le temps et de revenir le jour où on a filmé cet entretien, qui était il n'y a pas très longtemps. Et on vous présente Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir Rémi. Ravi d'être là. Voilà. On est quasiment les 4 mousquetaires, on peut le dire. on a juste raté le son du début, mais on n'a pas raté la blague des 4 mousquetaires. Ouais, le reste, j'étais sur bonsoir, quelque chose d'assez classique, donc on n'a pas raté un truc énorme. C'est bon. C'est curieux que tu le dises, parce qu'on se surnommait les 3 moustiquaires à une époque. Voilà. On a même fait la tournée des 3 moustiquaires, justement. Alors, la raison pour laquelle tu es là, c'est parce que récemment, tu as osé, how dare you, parler de Trump, de Q et tout ça, et que, on va dire que ça a levé un peu le vent face à toi. Et du coup, tu voulais échanger, débattre, et voilà, il y a Nicolas qui est venu proposer, et grâce à ça, on est ici. Alors nous, moi personnellement, mais je pense que c'est le cas de tout le monde, y compris de Thierry, le régisseur, on regarde tes vidéos avec beaucoup de respect, et avec beaucoup de reconnaissance pour ton humour, qui est vraiment superbe. Et on voulait échanger avec toi sur le sujet pour voir qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça pour éviter de tomber d'un côté dans les caricatures anti-Trump, mais de l'autre côté, de ne pas tomber non plus dans l'idolâtrie de Trump, tu vois. Essayer de trouver le juste milieu dans tout ça, n'est-ce pas?
absolument. Ah oui, non. Un immense merci à vous pour l'invitation, parce que c'est vrai que il y a eu cette vidéo qui date d'il y a environ 2 mois maintenant, et parce que c'est jamais parfait et c'est toujours important de faire son autocritique. Avec du recul et avec les premiers retours suite à la publication de cette vidéo, j'ai vu que j'avais été bourrin. Il n'y a pas d'autre terme, notamment dans le titre de la vidéo qui était Trump est une escroquerie. Et donc, autant j'enlève pas le fond du travail, mais j'avais une approche un peu bourrine, notamment sur le titre. Et mon idée, c'était simplement de comparer en fait les promesses du candidat Trump en 2024 et les premières réalisations concrètes sur le terrain. Donc, j'avais une grille de lecture assez linéaire là-dessus, où je mettais en regard les deux éléments. Et donc, autant j'enlève pas à ce travail-là, mais autant j'ai compris au vu des retours qu'il y avait toute cette communauté QAnon dont je n'ignore pas l'existence, mais pour le coup, j'ignore complètement la réalité théorique et concrète, en fait, de la pensée QAnon. Tout ce qu'il y a derrière ça, tout ce qui est expliqué par Q, je l'ignore complètement. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont montés au créneau contre moi, et à raison, hein, chacun fait son truc, mais sans comprendre ou sans peut-être vouloir comprendre que je ne connaissais pas véritablement Q et que je ne demandais qu'à débattre, donc à apprendre. Parce que débattre, c'est pas forcément la bagarre, c'est aussi de dire, on va sur un terrain, tu vas m'apprendre des trucs, je vais peut-être t'apprendre des trucs, on en sortira, on sera peut-être pas d'accord, mais au moins on aura évolué. Et donc c'est pour ça que dès la sortie de cette vidéo, j'ai eu plein de critiques qui m'ont fait réfléchir, où je me suis dit effectivement, j'ai pas été bon à mettre en avant ce côté-là de mon travail, de dire, je vous donne ma pensée, mais j'ignore plein d'autres choses. Et donc, je suis très heureux d'être avec vous pour un échange où vraiment, moi, je vais apprendre des choses. On sera peut-être pas d'accord. Je vous testerai sur certains trucs et vice versa. Mais c'est vraiment l'idée d'envoyer ce message-là à tous nos spectateurs, de dire, en fait, on a le droit de pas être d'accord et de discuter quand même ensemble, quoi. Malgré tout. Ça fait un peu Yannick Noah comme pensée, mais ça fait pas de mal. Mais non, moi, je trouve, justement, c'est ce qu'on est en train de dire en ce moment. Il y a un problème avec ça. Tu vois, il y a un problème avec ça. Et je remarque même de notre côté, nous-mêmes, même si on est du côté QAnon et tout ça, on se fait attaquer par les nôtres parce qu'on ne suit pas la pensée unique qui est formée autour de ce phénomène, tu vois. Et donc, ce qu'on essaie d'expliquer, nous, c'est qu'il y a des opérations psychologiques qui existent et qui sont... Un de leurs outils préférés, c'est le tribalisme. Le tribalisme qui consiste à entrer dans un mouvement, voir quelles sont les divergences, les accentuer à fond et ensuite pour forcer les gens à s'identifier à ces croyances-là. Et une fois qu'ils s'identifient à ces croyances-là, quand tu les attaques, ils ont l'impression que tu attaques la personne, ils se mettent à la défensive et ils ont des réactions exagérées. Mais pour nous, tout ça, ce sont des opérations psychologiques qui visent les gens qui se posent des questions pour les pousser, on va dire, à la caricature. Tu vois, le gars qui n'est plus capable d'argumenter et qui dit « crois ce que je dis et ferme-la », tu vois. Oui, Rudy. Là, on est dans les dérives et dans toutes les discussions qui sont déjà un petit peu pour des gens qui connaissent QAnon. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Les agendas peut-être cachés de Trump qu'on peut déduire de toutes ces choses-là. Peut-être que moi j'ai l'impression, Rémi, de ton introduction, tu as vraiment envie d'avoir les bases de ce sujet. Donc, est-ce qu'on commencerait pas par là? Avec plaisir. Justement, commençons par les bases. Alors, tout d'abord, qui est Q? Ok. Alors, un jour, en mois d'octobre 2017, un mystérieux anonyme a publié une quantité de messages sur Internet, sur 4chan particulièrement, qui est une plateforme complètement anonyme. Et ils ont retenu l'attention du public et cette attention devenait de plus en plus importante. Ces messages parlent de plein de sujets différents, mais on va prendre le premier exemple, le tout premier post qui date de 28 octobre 2017. Donc, on est à la première année de Trump, ok, qui dit que HRC, donc on imagine Hillary Clinton, son extradition, elle est déjà en cours, son passeport a été marqué pour pas qu'elle puisse bouger, attendez-vous à des manifestations massives, à des émeutes et tout ça, la garde nationale sera activée, etc., etc. Et là, tu regardes ça et tu dis, what the fuck, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et il continue, si vous cliquez à l'image dans notre article, il continue avec d'autres posts. Donc, vous avez ici tous les posts de Q. Alors, il y en a 4800, je sais pas combien, là, pratiquement 5000. Donc, ça, on va pas pouvoir les lire tous ce soir, j'imagine. Mais du coup, il parle de plein de sujets intéressants. Un d'eux, c'est Mockingbird, par exemple. Mockingbird, il fait référence à une opération de la CIA de prise de contrôle des titres des médias mainstream.
Et pas seulement ça, mais en plus l'infiltration de Hollywood et de l'industrie musicale. Donc Mockingbird, c'est une opération de propagande pour rendre les États-Unis sexy au reste du monde. Et Mockingbird, c'est une des raisons pour laquelle on a fini avec un monde où chaque pays a deux cultures, la sienne et l'américaine. Tu vois, en France, on écoute soit de la musique française, soit de la musique en anglais. C'est très rare que, tu sais, on parle de la culture italienne et des trucs comme ça. C'est, on mange des McDo, tu vois, on regarde des films de Hollywood, on check Netflix, tout est américain. Facebook, c'est américain. X, c'est américain. Tout est américain, en fait. Tout, plus ou moins l'informatique qu'on utilise, etc. Windows, Apple, et tout ça, c'est américain. Et donc, tout ça, c'est une conséquence de Mockingbird qui sont partis séduire le monde avec des titres pour dire les États-Unis, c'est la démocratie et le reste du monde, c'est le chaos qu'il faudra mettre en ordre. Tu vois, et donc, il attaque fort Q avec cette position-là. Et il continue avec d'autres posts. Rudy, si jamais tu veux m'arrêter et en parler, vas-y. Là, moi, où je voulais en venir, c'est que, bon, comme Léo l'a mentionné, il y a à peu près 5000 messages qui s'étalent entre 2017 et 2020, donc sur une période de 3 ans. Ça va jusqu'à l'élection enfin, non, pas l'élection, le fait qu'il a perdu en 2020 contre Biden. C'est à peu près cette période-là que datent les derniers messages de Q. Bon, après, il y en a eu quelques-uns, mais bon, on va pas rentrer dans ce détail-là. En gros, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important? À la lecture de ces messages, puis lorsque j'ai commencé à prendre connaissance de ce sujet, en fait, on se rend compte que l'hypothèse qui est proposée, elle est la suivante. Donc, ça part d'un postulat complotiste avec lequel moi j'étais déjà assez d'accord à la base, à savoir il y a des forces pas forcément qui se montrent pas forcément, qui sont souvent cachées, qui ont le contrôle sur tous les éléments plus ou moins de l'humanité, que ce soit les finances, que ce soit le divertissement, que ce soit la musique, l'information, les choses qu'on se met dans notre tête. Ils sont, ces forces cachées, plus ou moins impliquées dans toutes les choses pas très propres qu'on voit dans ce monde, notamment, on va dire, les guerres, notamment le terrorisme, le trafic de personnes, qui est un sujet qui est abondamment abordé par Q. Et donc, en fait, moi, c'est venu me caresser dans le sens du poil, parce qu'à cette époque-là, quand j'ai découvert ça, c'est-à-dire autour de 2018-2019, on avait l'impression de crier dans le désert quand on parlait de ça. Parler de trafic de personnes, c'était du complotisme, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, t'es complètement fou. Parler de possibilités de truquer des élections, parler du fait qu'on n'était pas spécialement en démocratie quand on était dans l'Union européenne. Parler des gens comme Epstein. Ah oui, alors là, carrément, ouais. Donc du fait que, voilà, tous ces sujets-là ont été pointés du doigt par cette source anonyme, donc qui s'est fait assez rapidement connaître sous le nom de Q. Et sa thèse principale, c'était il y a des forces aux États-Unis, dans la présidence de Donald Trump, qui sont organisées, coordonnées pour lutter contre ce pouvoir. Et il y avait une promesse qui était faite de manière on va dire très direct et sans possibilité de la remettre en question, c'était on va assécher le marais, donc on va se débarrasser du deep state. Et la phrase derrière, la corruption non élue qui tire les ficelles, quoi. Pour commencer avec des questions peut-être un peu naïves pour commencer, mais on est donc d'accord que Q est une personne qu'on ne connaît pas. On ne sait pas. Alors, si c'est une personne déjà. Qui est à l'origine des messages? Non, l'identité de la personne qui tape les messages, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est plusieurs personnes, n'a jamais été révélée. Il y a des éléments sur certains messages qui nous parlent de qu'est-ce que c'est l'opération. Il y a des messages dont on peut faire l'hypothèse qu'ils ont été signés directement par Donald Trump. Donc voilà, l'hypothèse qui est faite derrière, c'est que Donald Trump et une équipe très restreinte d'une dizaine de personnes, constituée principalement de militaires de haut niveau, sont en train d'organiser cette espèce de coup de balai gigantesque de l'État profond. Avec cette promesse qui est au centre de tout, rien ne peut arrêter ce qui est sur le point de se passer. Nothing can stop what is coming. Donc voilà, on a cette espèce de message qui nous est donné là, avec évidemment une réaction qui est très saine, c'est de douter.
voilà, quelqu'un vient de faire des promesses comme quoi on arrive, c'est de douter. Et donc là, il y a une phase qui commence à être mise en place, c'est ce qu'on appelle les Q-proof, donc les preuves de Q, c'est-à-dire à un moment donné, les gens vont dire nous, il faut que, si jamais tu veux qu'on te croie, il faut que tu nous donnes des preuves de ce que tu dis, et notamment d'une proximité avec le président Trump, qui va au-delà de juste voilà, on est copains, on est dans la salle de presse et tout ça. Ce qui est fait de manière très très abondante à de nombreuses reprises. Donc pendant toute une phase qui n'est plus du tout encore aujourd'hui, puis plus du tout en cours aujourd'hui, où il donne un certain nombre de preuves, de publications de photos qui n'ont jamais été publiées nulle part ailleurs. J'ai quelques exemples parce qu'on a déjà fait des articles sur ça. Donc là, j'ai ouvert un de nos articles. Par exemple, que le Trump, c'est le 17e. Tu sais, il y a le numéro 17 sur la miniature de Trump, alors que 17, c'est la lettre Q. Et Trump, c'était le 45e président. Donc, c'est pas 17 qu'il aurait dû avoir. Voilà. Ici, c'est d'autres présidents avec des t-shirts, tu sais, les t-shirts NFL, là, ou je sais pas quoi, football américain, 41 à 43, ce qui représente le nombre de présidents qu'il représente. Et Clinton, c'était le 42e, Obama 44e, et Trump, 17. Pourquoi 17, tu vois? Et pourquoi pas 45? C'était le 45e président. Donc, voilà. Et on a aussi d'autres éléments, tu sais, des éléments où le public a demandé à Q, OK, fais dire à Trump tel ou tel ou tel mot dans le même paragraphe, tu vois. Et c'était des mots improbables qui n'avaient rien à voir entre eux. Et genre, le lendemain, Trump fait un discours dans lequel il arrive à caser l'ensemble des mots, tu vois. Et ça s'est reproduit pas qu'une fois. Donc, il y a un grand nombre d'informations. Maintenant, on disait tout ça en 2020, mais maintenant, Trump, il publie carrément du contenu Q. Tu vois, genre, il publie des choses qui parlent de tempête, qui parlent de ce qui est en train de se passer, mais selon la version de Q, tu vois. Donc, il est en train de valider. En plus de tout ça, on a le responsable de la sécurité. Un truc, Léo. Oui. Juste, je rajoute un truc. Donc, en gros, il y a ces deux aspects dans l'épreuve. Trump qui dit qu'il est associé à tout ça et qui donne des gages de son association. Premier point. Deuxième point, l'opération Q et les gens qui sont derrière ont accès à des informations de niveau très 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 confidentiel. Et un des exemples, il y a plusieurs exemples qui peuvent être donnés. Par exemple, la purge qui a eu lieu en Arabie Saoudite là avant l'arrivée de Ben Salman au pouvoir 2019. Avait été annoncée par Q. Même pas en tant que tel, en fait. C'est qu'une fois que les choses ont été faites, il dit non, c'était pas aux États-Unis. Regardez ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, ça c'est un des points. La mort de John McCain, donc politicien véreux des époques Bush et compagnie, a été annoncée à la minute près. Alors quand on dit ça, il a été annoncé à la minute près, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des messages de Q qui ont été publiés, qui parlaient de ça. On s'en est rendu compte a posteriori. Et une fois que le certificat de décès de John McCain a été annoncé, on s'est rendu compte que le message qui parlait de ça datait à la minute près d'un mois auparavant. Donc ce genre de choses, tu vois, qui sont en train d'être annoncées, sachant que voilà, il y a différentes couches de désinformation qui ont lieu, on va peut-être en revenir plus tard, parce que par exemple, le premier truc que tu pourrais nous dire, c'est ouais, mais Hillary Clinton, elle n'a pas été arrêtée. Oui, donc, je pensais à ça, effectivement. Ouais. Voilà. Donc voilà, moi c'était ça que je voulais rajouter. Je rends la parole à... Ouais. Moi, je voudrais ajouter deux éléments en plus. Le premier étant que dans la vision complotiste de Q, il parle justement de ce complexe militaro-industriel qui s'est formé après la Deuxième Guerre mondiale, dont Eisenhower prévenait tout le monde en disant « Attention, on a créé un monstre et il est hors de contrôle, tu vois. » Il parle aussi de JFK, comme quoi JFK, il faisait partie des efforts pour calmer cette chose-là, parce que JFK, c'est le président qui a hérité un pays avec un pouvoir politique et le complexe militaro-industriel, tu vois, en face. Et donc, du coup, JFK lui-même qui parlait d'un complot ancien, monolithique, etc., et qui utilise le chantage, tout ça, et JFK qui se fait assassiner. Et donc, concrètement, c'est cette version-là que Q prend et il les tire dans le temps et il l'emmène jusqu'à aujourd'hui en nous disant que c'est ce complexe militaro-industriel, après l'assassinat de JFK, il a pris tout pouvoir, il est allé s'infiltrer dans les services secrets américains, genre la CIA, etc. L'implication d'Israël et du Mossad est aussi longuement mentionnée, il y a plein de posts qui en parlent. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que justement, en parlant de toutes ces choses-là, Q, il dit, on est dans une situation un peu merdique. Pourquoi? Parce qu'en face, ils ont un pouvoir extraordinaire. Dans le narratif, dans la tête des gens, ils ont le contrôle de ce qui est dit.
pour qu'on combatte ça, nous devons former une sorte de contre-pouvoir informationnel, tu vois. Et donc, ils encourageaient les gens à aller être actifs dans ce qu'il appelle guerre de l'information. Okay? Et donc, le général Flynn, qui est le responsable de la sécurité de l'époque de Trump, en fait, tu vois, au tout début, c'est lui qui a parlé des soldats digitaux. C'est-à-dire, c'est dans une guerre d'information, nous sommes des soldats et notre arme, c'est ça, c'est le micro et la caméra, tu vois, et on montre. Et du coup, le général Flynn, comme Q, ensemble, ils ont poussé cette idée, soyez actifs dans l'information. Ne soyez pas passifs juste à écouter ce qu'on vous dit et puis faire rien. Soyez actifs. En ce qui me concerne, tu sais, moi, je suis dans les médias alternatifs depuis 2010, mais en 2017, j'ai tout lâché parce que j'ai vu Macron se faire élire, tu sais. Voilà, c'était prévisible ce qui allait venir par la suite et je me suis dit, OK, si chacun est pour sa gueule, alors moi aussi, je vais m'occuper de moi et ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Là, c'est fini. Et sauf que l'arrivée de Q m'a redonné le moral parce qu'il m'a rappelé l'importance de faire attention dans cette période-là, que l'information est importante et que si nous, de notre côté, on n'essaye pas de contrer le narratif officiel qui est de la pure propagande, on va perdre cette guerre-là. Et puis, tu vois ce que je veux dire? C'est là où, effectivement, pour commencer à rentrer dans le dur, on va dire, c'est là où je peine à suivre le raisonnement. Alors, je pose les questions et je trouve ça intéressant qu'on puisse justement échanger là-dessus. C'est que, et c'est un petit peu malsain et tiré par les cheveux comme raisonnement, attention, c'est vraiment pour nourrir le débat, mais qu'est-ce qui nous garantit que Q n'est pas le nouveau visage populiste, mais je dis ça avec beaucoup de sympathie pour le terme, de l'État profond américain? De dire, dans une société américaine explosive où le contexte de guerre civile ne semble jamais avoir été aussi présent depuis le début du 21e siècle, pour calmer les ardeurs du peuple, pourquoi ne pas fabriquer tout un ensemble de visages et de théories qui vont permettre de gagner du temps en jouant le rôle de soupape et en disant, on va chasser une propagande pour une autre, un état profond pour un autre, mais qu'en vérité, si on est complotiste plus, cinquième dan, on pourrait estimer que Q soit peut-être le nouveau visage de l'état profond. Opération Je peux Trust, le prendre ensemble. Celle-là. Donc voilà, exactement, l'opération Trust, histoire de donner une espèce de faux espoir pour essayer de désamorcer tout ça. C'est un argument qui est extrêmement pertinent, qui est souvent un des premiers arguments qui sont sortis. Moi, je vais te donner ma version de pourquoi ça tient pas la route. Il y a plusieurs choses. En admettant que Q soit une espèce de faux sauveur mis en avant par l'État profond pour essayer de désamorcer des gens qui se posent un peu trop de questions, pour moi, ça ne tient pas la route pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que il y a eu, si tu regardes l'état de l'infrastructure informationnelle mainstream en 2018, 2017, au moment où ça commence, et l'état où elle en est aujourd'hui, l'État profond a perdu cette arme fondamentale qui est les médias mainstream et leur capacité à raconter un narratif, à imposer un narratif aux gens. Les médias mainstream, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gens qui les croient que ce que ça pouvait être le cas il y a 7 ou 8 ans. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Tous les sondages, même les sondages les plus mainstream, vont dans ce sens-là. Donc, est-ce que cette volonté de neutraliser quelques complotistes qui servaient à rien, j'en faisais partie des complotistes qui servaient à rien. Tu gueulais sur Facebook, tu faisais des pages et des pages et des pages de texte que personne ne lisait, personne ne changeait jamais d'avis et tout le monde te prenait pour un dingue derrière. Donc, pour neutraliser ces gens-là, ils auraient dû renoncer ou en tout cas sacrifier leur arme la plus puissante, à savoir le narratif mainstream. Pour moi, ça ne tient pas la route, en fait. Ce qu'ils ont perdu avec les médias mainstream est infiniment supérieur à ce qu'ils auraient pu gagner en neutralisant des gens comme moi ou Léo ou même toi. Donc ça, c'est le premier point. Vas-y, Léo. Oui, et en fait, c'est important de faire la distinction entre Q et QAnon dans toute cette histoire-là. En fait, quand on parle de Q, on parle de Q. Quand on parle QAnon, c'est cette espèce de caricature créée par le mainstream pour qu'il ne parle jamais des arguments évoqués par Q, mais ils attaquent ceux qui suivent Q ou qui analysent les posts de Q en utilisant les arguments débiles de certains qui parlent de reptiliens sur la Lune ou de machin, de choses qui sont complètement hors sujet, tu vois, alliance galactique ou je sais pas quoi, tu vois, des trucs bizarres. Donc ça, c'est QAnon, c'est un truc un peu perché. Tu vois, c'est un peu qui n'a rien à voir avec Q. Quand on parle de Q, on parle de documents officiels, de sources officielles. Et surtout, pour aller dans le sens de Rudy,
moi, j'avais une bonne compréhension du complot jusqu'en 2020. J'ai eu, grâce à Thinkerview, l'opportunité d'aller discuter avec des personnalités importantes, tu vois. Et donc, je comprenais de mieux en mieux la façon que les ficelles sont tirées en arrière-plan, etc. Avec l'arrivée de Q, ma compréhension de tout ça a explosé. Et non pas parce que j'avais des biais, des filtres cognitifs ou je sais pas quoi. Je croyais pas en Q parce que par principe, j'étais méfiant. Mais simplement, les morceaux du puzzle que Q proposait et qu'il ne te les donnait pas sur un plateau, tu es prêt à penser, il te posait des questions pour que tu ailles chercher à comprendre toi-même. Q cherche à développer l'esprit critique. Ces morceaux du puzzle qu'il apportait, ils s'imbriquaient parfaitement à ma compréhension de la situation jusqu'à là en termes des vrais pouvoirs qui tirent les ficelles. Tu vois? Et donc, de ce point de vue-là, je pense que si c'était une opération trust, etc., c'est-à-dire une opération de contrôler la résistance, je pense que c'est pas intelligent de leur part d'avoir accordé toutes ces informations-là au public et surtout d'avoir insisté sur l'importance de l'esprit critique et de la pensée individuelle et non pas la pensée de meute. Tu vois ce que je veux dire? Mais justement, on rentre presque sur un terrain philosophique, mais là où je bute véritablement à comprendre, c'est que parler d'esprit critique et de croyance en Q, ça ne fonctionne pas. L'esprit critique, c'est justement l'ennemi de la croyance. Donc, moi, pour avoir échangé sur Twitter avec quelques messages et tout ça aux gens qui n'avaient pas apprécié ma vidéo initiale, il y avait beaucoup cet élément-là de dire « tu n'y crois pas ». Tu as le droit de ne pas y croire. Tu n'es pas informé. Tu n'as pas accès au plan. On y viendra peut-être tout à l'heure. Un dogme, quoi. Il y a un biais. Alors, peut-être pas un dogme, parce que le mot à la limite connoté négativement. Mais moi, quand on parle de croyance et de crédibilité ou ensuite de curiosité ou de sens critique, j'ai peur que ce soit des notions opposées. Et c'est là où je reste méfiant. C'est pas par volonté de dire j'aime pas Q, c'est pas du tout ça le sujet. C'est juste d'observer avec du recul ce qui se passe là. Et je reste très prudent et très méfiant vis-à-vis de l'état-major américain et de l'état profond américain plus largement, qui est un état qui, sur les 5 dernières décennies, a réussi à monter des opérations comme l'opération MK-Ultra, jusqu'à prendre pour cobaye des citoyens. Justement, je sais, j'avais fait un petit peu mes devoirs en amont, mais si tu veux, Q le dénonce, c'est une chose. Mais quand on voit la capacité de l'État profond américain à avoir mené ce genre d'horreur absolue, et qui sans nul doute qu'on continue aujourd'hui, je peine à ne pas être vigilant concernant la compréhension de Q, de dire là où ils sont malins, au sens véritable du terme, là où ils sont malins, c'est dans cette capacité à repousser les frontières du pire, quoi. Et c'est là où j'arrive pas à faire sauter les digues de la vigilance, on va dire. Alors, il y a... Vas-y, Nico. Si je peux intervenir. Moi, j'étais certainement celui, quand j'ai rejoint les décodeurs, qui était le plus éloigné de Q. Dans ma compréhension, dans ma connaissance, etc. Ce qui m'a intéressé, c'était l'aspect géopolitique. Et là, il y a des arguments qui sont très profonds. Q sous-entend qu'il y a une alliance secrète entre l'administration Trump, Poutine et Xi Jinping, la Chine et Xi Jinping. Alors, je suis pas forcément calé sur Xi Jinping, mais concernant Poutine, j'en ai lu des livres, et concernant comment il est arrivé au pouvoir, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait. Et si tu veux, Poutine, Non, mais surtout, il faut ajouter pour ceux qui ne connaissent, qui regardent à travers Rémi et qui te connaissent pas, que tu es ukrainien. Et la moitié de ta famille est russe, et donc tu as grandi là-bas, tu parles russe, tu connais l'histoire pas à travers la version de l'Occident, tu connais l'histoire de là-bas. Oui, merci Léo. Et j'ai appris le plus sur Poutine par les opposants à Poutine, notamment celui qui est francophone, c'était comment il s'appelle? Il est placé sur les plateaux télé. Il a écrit Poutine de A à Z. Si ça vous intéresse le livre, vous allez trouver. Sergueï Girnov. Non, c'est pas Sergueï Girnov. Oh mon Dieu, non, pas des clowns. Non, c'est Fedorovski. Il s'appelle. Oui. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Poutine en soi, c'est une opération secrète des services secrets russes, notamment le KGB, pour reprendre le pouvoir sur la Russie qui était en train d'être distribué aux mains des institutions américaines, complètement. C'est-à-dire qu'ils ont mis une opération coup de poing qui a duré 10 ans, de 91 à 2000, Poutine, il gravissait les échelons, jusqu'à ce qu'il arrive tout en haut de la Russie et qui mène cette opération qui était opération dure avec des tanks, des BTR, les forces armées, etc. pour éliminer tous les agents de l'État profond russe à cette époque-là et se faire approprier les biens de la Russie justement
au pouvoir russe, mais en partie au peuple russe. Et ce qui m'a interpellé avec eux, c'est qu'il y a une réelle interaction entre ces deux aspects. Que Poutine ne soit pas du côté de l'État profond, on l'a clairement vu par les actions qui ont été menées contre Poutine et contre la Russie de Poutine depuis qu'il est au pouvoir. L'ostracisation permanente, les sanctions, la provocation des révolutions colorées tout autour de la Russie. C'est-à-dire qu'il y avait des réelles attaques sur la Russie, surtout depuis que Poutine était président. Et là, aujourd'hui, on constate quoi? Chose très intéressante, c'est que malgré le fait que Trump il a des discours très offensifs contre la Russie, etc., la Russie continue à collaborer avec Trump sur des sujets qui sont évoqués par Q. Et c'est notamment les sujets de l'assassinat de JFK, où ils ont fourni aux États-Unis des dossiers qui ont été classés secrets depuis des décennies et décennies, qui en fait dédouanent l'URSS et qui condamnent les forces antérieures aux États-Unis. Il n'y a rien de spectaculaire dans ces dossiers-là, mais c'est important. C'est important comme argument. Et puis, surtout, aujourd'hui, l'envoyé spécial de la Russie auprès des États-Unis, auprès de l'administration Trump, Kirill Dmitriev, qui confirme directement qu'il y a effectivement une forme d'alliance discrète entre l'administration Trump et l'administration russe, non seulement en faisant référence à Q à travers Where we go one, we go all, en partageant justement des phrases un peu connues dans le milieu Q, mais en citant directement des posts de Q. Et je veux dire, et là, on parle pas de Pékin lambda, on parle d'un mec qui est en train d'établir les relations entre la Russie et les États-Unis. Voilà, ça, c'est l'ensemble des arguments qui me fait que Q, il a quand même pas mal de crédibilité, parce qu'il y a des choses dans la politique secrète qui se sont avérées très, très vraies. De ce qu'il a été. Et si je peux juste compléter quelque chose en une phrase, parce que je veux dire tous ces arguments me semblent très pertinents. Il y en a deux autres que je trouve très très pertinents. C'est ce qui a été exposé vis-à-vis de Epstein et du Pizzagate. Le Pizzagate, pour quiconque se donne un petit peu de mal pour regarder vraiment ce qu'il y a, c'est extrêmement accablant pour toute une partie de l'état profond public américain. Donc, on te parle des Podesta, des Obama, des Clinton, des gens de très, très haut rang. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça ne ferait aucun sens si jamais c'était une opération, comme on avait dit, c'est pas Gladio, c'est quoi? Opération Trust, version américaine. Ça ferait aucun sens de donner des éléments aussi accablants que les mails que Julian Assange il a publiés, notamment sur Podesta, parce que ça met ces gens-là. Enfin, je veux dire, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui ont pas entendu parler du Pizzagate ou qui en ont entendu parler uniquement à travers les médias et qui ont une version très édulcorée qui a rien à voir avec la réalité. Ouais, les gens qui ont mis le nez dedans. Je veux dire, rien, tu tapes les frères Podesta, art des frères Podesta sur Google, hein, pas sur Yandex ou sur Google, tu vas te dire, mais ces gens-là sont hyper bizarres. Que ces gens-là, avec leur goût et les goûts artistiques qu'ils exposent publiquement, soit à ce niveau-là de la société, il y a un problème énorme par rapport à ça, dans leur rapport au meurtre, dans leur rapport à la violence enfantine et des choses comme ça. Donc, voilà ce que je voulais rajouter. Léo, vas-y. Et pour revenir à ta question à propos de côté dogmatique ou pas, en fait, en ce qui nous concerne, on essaye de juger l'arbre par ses fruits. D'accord? Et donc, à propos de ce qu'a dit Nicolas, les fruits concernant le sujet hypersensible avec la Russie, c'est hyper sensible. Là, on parle de la Troisième Guerre mondiale et en plus guerre nucléaire. Hein, c'est pas un petit truc, tu vois. Sur ce sujet-là, les fruits de Q, ils ont été bons. Parce que il nous a permis de comprendre un poil en avance et surtout quand des informations sont sorties à propos de la guerre en Ukraine, quand la guerre a commencé là-bas, tu vois, on avait une version très différente. Les médias mainstream parlaient du méchant russe qui va aller là-bas, alors que du côté de Q, ils nous disaient attention parce que l'état profond en Ukraine, ils font la fête, ils ont des biolabs, ils font du trafic d'humains, etc., etc. Donc on avait une vision très différente. Et donc quand on regarde les fruits sur ce sujet-là, ils sont bons. Quand tu regardes les fruits sur la compréhension des opérations de la CIA de manipulation psychologique comme MK Ultra, Alice au Pays des Merveilles, c'est aussi une autre technique, la moins connue de toutes, mais c'est celle qui englobe l'ensemble des techniques de manipulation. Quand on regarde les fruits, de ce côté-là, les fruits de Q sont bons. Encore une fois. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on le juge et nous, on ne fait pas partie, il y en a qui sont tombés dans une sorte de dogme. Nous, on ne fait pas partie de cela, on essaie de garder un esprit critique et peu importe. Moi, je me méfie un peu de Trump parce que je me dis, tu sais, je me rappelle de cette vidéo, les chats et la souris, tu sais, où c'est des souris
qui élissent des chats au pouvoir. Et puis, ce n'est plus le chat noir, c'est le chat blanc qui vient au pouvoir, tu vois. Et donc, Trump, pour moi, c'est un chat blanc. Alors, malgré cette vision-là, quand je regarde les fruits de ce qui se passe, c'est incroyable. C'est vraiment, j'ai du mal à croire que c'est réellement en train d'arriver. Pour te donner un exemple, tu parlais justement des personnalités importantes et l'état profond. Comment on peut savoir qu'ils sont réellement attaqués? Récemment, on a eu l'inculpation de John Bolton. John Bolton, c'est quelqu'un de qui je parlais déjà à l'époque, j'ai un doute, tu vois. C'est quelqu'un c'est l'espèce d'Atali, mais Attali spécialisé en guerre et le gars, il était là pour Bush, il était là pour Obama, et il était un conseiller permanent, et il était tout le temps, il faut qu'on aille en guerre, faut qu'on aille en guerre, faut qu'on aille en guerre, et sa volonté était appliquée par le président. Trump, il l'a pris, il l'a mis devant tout le monde parce que personne connaissait ce mec-là, tu vois. Donc il l'a pris, il l'a mis à ses côtés, il a dit hey, regardez mon pote John Bolton, je vais le laisser gérer un petit peu la situation. Il le laisse gérer la situation part en vrille. Et il dit hey, mon copain John Bolton là, il est pas cool. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a l'inculpation d'une des créatures les plus affreuses de l'état profond. Inculpation, on n'est plus dans on se pose des questions, mais il a été inculpé. Donc il est obligé maintenant de se rendre pour être jugé, voilà, comparé en justice, etc. Et ça, pour moi, c'est un coup, je m'y attendais pas. Ça m'a surpris parce que John Bolton, c'est l'intermédiaire entre le complexe militaro-industriel et le pouvoir politique. Il a été enlevé. L'équivalent de Dick Cheney. Voilà. Alors, et donc, si tu veux, c'est les fruits. Toujours, on regarde les fruits avant de juger. Voilà. Il y a plusieurs éléments sur ça. Et moi, c'est là où j'arrive pas à souscrire à ce logiciel. C'est que je comprends cette logique de fruits qui, si j'ai bien compris, pour la plupart, sont quand même des fruits du discours. C'est-à-dire Q qui va sortir des éléments et comme tu disais tout à l'heure, Léo, la pièce du puzzle rentre là où elle est censée rentrer. Donc ça, j'entends. Par contre, dans la matérialisation concrète, dans les faits, et c'est là où ma vidéo manque sûrement de recul, n'ayant pas connaissance de tous les messages de Q et de ce que vous m'expliquez là sur certaines lignes, dans ma vidéo, c'est vrai que je me suis contenté de promesses, réalisations concrètes. Et ce qui a fait que j'ai réalisé cette vidéo et que je l'ai publiée, c'était l'affaire Epstein. Avec Juste Milieu, je m'engage beaucoup contre la pédocriminalité. Modestement, il y a des associations sur le terrain qui font un travail énorme et à qui j'envoie tout mon soutien. On essaie de faire ce qu'on peut pour visibiliser la lutte contre la pédocriminalité. Et l'affaire Epstein, avant même l'élection de Trump, j'avais dit dans une de mes émissions, si Trump a instrumentalisé l'affaire Epstein pour se faire élire, en sachant que c'est un sujet de premier plan extrêmement sensible et pour lesquels beaucoup d'électeurs, des millions d'Américains souhaitent qu'il y ait des suites et des poursuites surtout et des condamnations, si Trump a instrumentalisé ça et que in fine il se passe rien, ça voudra dire qu'il y a un problème avec Trump. Donc j'ai essayé d'être cohérent avec moi-même. Peut-être que la vidéo était pas assez juste, pas assez correcte, que je n'avais pas connaissance du plan, de tout ça. Tu dois pas toujours dénigrer ton travail ou le rabaisser. Tu as le droit de te poser des questions et il n'y a pas de questions idiotes. Ce qui peut être idiot, c'est les réactions aux questions. Ça, je trouve qu'il est important aussi de faire l'autocritique et d'étudier ses propres angles morts. Par contre, sur l'affaire Epstein, j'entends cette logique de fruits, j'entends bien cette logique d'annonce de Q, mais ce qu'on peut constater aujourd'hui avec l'affaire Epstein, c'est qu'on est passé par de drôles d'états. Quelqu'un comme Monsieur Patel, qui avant d'être nommé nous disait que il y avait une liste et que dès qu'il allait entrer en poste, elle allait être publiée. Finalement, il a été mis en poste, à la tête du FBI. Il y a eu des influenceurs et des journalistes américains qui ont été conviés pour recevoir une première partie des documents déclassifiés qui étaient encore plus caviardés que ce qui avait été révélé jusqu'à présent. Et maintenant, Monsieur Patel nous dit, en fait, il n'y a pas de liste. Et Monsieur Trump a expliqué que c'était un canular monté par les démocrates. Alors, sur ça, pour éviter évidemment de m'arrêter à une seule version, je suis allé écouter ce qui se disait, notamment du côté de Monsieur Alexis Cossette, qui disait, non, mais en fait, Donald Trump prend sur lui la responsabilité de tout ça pour faire parler du sujet Epstein en vue à ce qu'un jour, dans quelques temps, les véritables responsables soient poursuivis. Mais en attendant, il se passe rien. En attendant, Virginia Giuffre s'est suicidée il y a quelques semaines. En attendant, les victimes sont toujours victimes. Il y a personne qui a été dédommagé. Il y a personne qui a été poursuivi. Alors, il y a Madame Maxwell qui est toujours en prison et on apprenait il y a 1 mois et demi que peut-être qu'elle allait donner des noms, ce qui faisait d'elle une sorte d'allié objectif
objectif du camp Trump. Moi, sur l'affaire Epstein, à vrai dire, je suis complètement perdu. Je m'attendais à ce qu'effectivement, là, il y ait un coup de marteau dans le mur de l'État profond où on allait voir toutes ces pourritures de la politique, du showbiz, de la culture, des médias qui étaient nommées dans cette affaire. Et finalement, il se passe pas grand-chose. Est-ce que tu veux la prendre, Léo, ou est-ce que je la prends moi ? Alors, moi, je pense si là, on entre dans le sujet Israël. OK ? On parle d'Epstein. Ouais, complètement. Inévitablement, on va dans le sujet Israël. Premièrement, je voudrais dire qu'il n'y a pas de personnes plus compétentes qu'Alexis Cossette de Radio-Québec sur les sujets-là pour apporter la vision Q dans son ensemble. C'est quelqu'un qui a travaillé dedans, qui a passé depuis le début, en fait, il suit l'affaire de très près. Et voilà, à propos de ça, je voulais vraiment préciser que nous, on fait un travail, on va dire, avec un peu de hauteur, mais lui, il va au pixel près. Et donc, il est très pertinent et compétent pour apporter cette version-là. Nous, on va faire au mieux pour apporter ce que nous avons compris, parce qu'encore une fois, Q, il ne livre pas tout sur un plateau prêt à penser. Tu vois ce que je veux dire? Il te pose des questions pour que tu ailles chercher les réponses. Donc, c'est soumis à l'interprétation de chacun. Donc, in fine, on a un jugement subjectif. Oui. C'est un peu ça, ouais. Oui. C'est un peu ça. Oui, non, je sais, on est entièrement d'accord. Mais après, il y a aussi la cartographie mondiale qui aide un petit peu, et surtout quand on voit l'évolution des choses. Pourquoi, si on parle d'Epstein, on parle inévitablement d'Israël? C'est parce que cette histoire d'Epstein, aujourd'hui, c'est officiel. On sait que Epstein était un agent du Mossad. On sait que Ghislaine Maxwell est aussi du Mossad, étant donné que son père, il est historiquement connu pour avoir été un grand magouilleur pour le Mossad. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette histoire d'Epstein, telle qu'elle est présentée au public jusqu'à présent? Que Jeffrey Epstein, à travers ces lieux où il faisait des choses bizarres, tu vois, notamment l'île d'Epstein, mais il n'y avait pas que ça, il y avait des appartements partout, y compris plusieurs en France. C'était des pots de miel, c'est-à-dire ils attiraient des personnalités influentes dans ces lieux-là, ok? Il les laissait faire des saloperies en leur disant que tu es caché aux yeux de tous, etc., etc., et puis il les filmait. Et une fois qu'il est filmé en train de faire des saloperies avec des enfants, ou je sais pas, et quand il l'acceptait pas, parfois il est drogué. En fait, il crée la vidéo parfaite ou l'élément parfait pour le chantage. Et du coup, il prenait comme ça le contrôle de personnalités influentes et importantes en les forçant de suivre un narratif ou une certaine version. Donc, ça veut dire que selon ce qui est en train de sortir, Epstein était un agent du Mossad qui était là pour piéger des personnalités influentes pour qu'ils se mettent à servir la volonté du Mossad. C'est pas rien, déjà, comme révélation. Ok, si on regarde, il y a des documents, il y a des choses qui sont sorties qui le montrent, hein. Ah oui, non, mais c'est après, Julian Assange. le livre, c'est l'enquête de Dylan Howard sur l'affaire Epstein. Oui. Mais après, pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut vraiment étudier les postes de Q à propos de ce qu'il dit sur Israël. Ok? Pour Q, Israël, c'est le sujet le plus sensible qui est gardé pour la fin pour une raison spécifique. Il ne précise pas laquelle, mais on pense que c'est parce que là-bas qui est allé se cacher, on va dire, la source du chaos qui englobe le monde. Sauf que Q évite de tomber dans la caricature. Tu sais, il essaye de faire la différence entre Israël avec son État corrompu, Netanyahou, tu sais, qui est globaliste corrompu, avec des envies de réaliser des prophéties de je sais pas quoi. Ils sont un peu starbés, dévissés dans le crâne, tu vois. Mais il fait la différence entre ça, le peuple israélien, tu vois, le peuple palestinien. Tu vois, donc, ce qu'il t'explique, Q, c'est que l'État profond, c'est juste un acteur très 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 important. Ce sont les pro-sionistes aux États-Unis et notamment dans les sphères de pouvoir américaines, qui, à mon avis, est une des raisons principales pour lesquelles le sujet d'Israël est gardé pour la fin. Parce que, je veux dire, c'est très très difficile d'avoir le moindre mot anti-israélien dans la scène politique américaine actuelle. Et jusque dans l'entourage de Donald Trump lui-même. Exactement. Quand tu vois comment Q parle d'Israël, de l'État d'Israël et comment ils peuvent tirer les ficelles, contrôler les gens, etc., etc., en fait, tu te dis que, ok, là, on parle de quelque chose de vraiment très sérieux, comme Rudy vient de le mentionner. Il y a des gens qui sont au gouvernement américain qui sont contrôlés par eux, tu vois. Et donc, du coup,
si tu tires cette ficelle-là, il y a moyen que tu fasses effondrer tout le système, parce que tout le système est infiltré. C'est pas que le gouvernement américain, on comprend à travers les causes de guerre mondiale en fait là-dessus. T'as la cause d'un conflit ouvert que les États-Unis pourraient aller bombarder Israël si c'est avéré que les services secrets israéliens sont par exemple responsables du meurtre de JFK. Par exemple, on a des casus belli qui sont là, enfoncés dans toute cette affaire. Et qui c'est qui a intérêt à la guerre aujourd'hui, en tout cas dans notre analyse, dans l'analyse de Q aussi, c'est l'État profond. L'État profond, le jour où ils sont acculés au pied du mur, et c'est le cas de plus en plus, eh ben ils ont toujours cette possibilité de tout faire péter pour eux s'en sortir, même si ça doit faire des centaines de millions de morts. Et quand Trump, par exemple, quand Trump parle de Riviera du Moyen-Orient à la place de la Palestine, donc quand il s'engage verbalement vers un crime contre l'humanité, dans ce cas-là, c'est pour faire semblant. C'est là où j'arrive pas à comprendre. Alors, c'est justement si on suit un petit peu la façon que Trump gère toute la situation, souvent Trump il utilise l'effet Streisand. Okay? C'est-à-dire qu'il sait qu'il a contre lui toute cette polarisation et toute cette haine. Okay? Et donc du coup, il y a plein de gens qui veulent sa tête. Et si jamais il veut attirer l'attention sur un sujet, il le fait par exemple, Jeffrey Epstein, en disant non, mais ça c'est une blague démocrate, c'est un truc, c'est un plan monté, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que tous ceux qui détestent Trump et que jusqu'à là considéraient Jeffrey Epstein comme une histoire complotiste, etc., bah maintenant c'est eux-mêmes qui sont en train de réclamer la publication des dossiers. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, et un dernier élément que je voudrais emmener, c'est que si cette liste est bien réelle, ok, et si Israël a réellement ce pouvoir de déclencher des guerres ou de les arrêter, comme est sous-entendu, tu vois, par le contexte global, etc., eh ben en fait, peut-être que pour l'instant, cette liste est utilisée comme levier dans les négociations pour que Israël arrête les conneries, parce que comme tu sais, actuellement, il y a cette malheureuse guerre là-bas qui fait beaucoup de victimes et une tragédie humaine vraiment affreuse, et que Trump est en train d'essayer de négocier la paix. Et là, c'est soit Israël n'est pas d'accord, ou quand Israël est d'accord, c'est le Hamas qui est pas d'accord, tu vois. Et donc, il y a toujours ce truc Israël-Hamas qui fait que il peut pas avoir de paix là-bas, tu vois. Et donc là, on commence à comprendre que tous les pays autour sont oui. Pendant ce temps, on est d'accord que l'industrie le complexe militaro-industriel américain continue d'envoyer des milliards d'armements à Israël. On est d'accord? Bien sûr. Donc c'est une drôle de manière d'envisager la paix quand même. Ouais, mais c'est pas. Il faut faire la différence entre ce que Trump demande, parce que ce qu'on a vu avec l'arrivée de Trump en janvier, c'est la rébellion des institutions américaines contre le président lui-même. On a vu ça avec le FBI, par exemple, où Trump disait un truc, le FBI il disait ouais, nous on fait ce qu'on veut, on l'emmerde, tu vois. CIA, bon, la même chose, mais CIA ils font ça depuis toujours. Et donc il y a une sorte de rébellion contre ce que Trump fait, et il est obligé de faire avec ce qu'il a entre les mains. Et encore une fois, à cause de cette histoire de... Je sais ce que tu vas dire, mais encore une fois, jugé par les fruits. Laisse-moi te montrer juste deux, trois petites choses. Premièrement, je ne sais pas si tu as suivi récemment, mais on a eu, suite à la mort de Virginia Giuffre, la publication du New York Times, qui parlait de comme quoi Giuffre serait victime de Moubarak. Tu sais, de viol, etc., quand elle était enfant. De Moubarak était... voilà, vous voyez qui c'est à propos d'Israël quand même. Et donc, à travers cette histoire, à travers cette affaire Epstein, ce qu'on est en train de voir, c'est que les leaders politiques israéliens, ils sont un peu tarés, si tu veux. Ça, c'est la première chose, et ça attaque directement la crédibilité du pouvoir politique israélien directement, et ça, c'est très récent, ça, 1 semaine ou 2 semaines. Ok. Deuxièmement, on a eu récemment, c'est là. Le vice-président des États-Unis a renoncé au rituel du baiser sur le mur d'Israël, préférant visiter l'église Saint-Sépulcre, et a déclaré au monde entier que le vote d'Israël en faveur de l'annexion de la Cisjordanie était stupide et ne se reproduirait pas. Pas seulement ça, mais ils l'ont proposé à ce qu'on accorde beaucoup plus d'importance à la communauté chrétienne là-bas, tout en ignorant tu sais, les choses classiques que les politiciens ils vont aller faire là-bas pour baisser la tête et se soumettre. Donc là, on n'a pas eu ça.
En ce qui me concerne, moi, ça me rappelle un petit peu la couronne de Napoléon, tu vois. Que pour lui, ce n'est pas lui qui est allé au pape pour qu'il lui mette la couronne, il a appelé le pape de venir se soumettre à Napoléon. Là, on a plus ou moins le même genre de choses. Donc, encore une fois, on juge l'arbre par ses fruits et pour l'instant, je vois que Trump tient un discours, mais de l'autre côté, les actions et la façon que les choses évoluent, j'ai l'impression qu'elles vont dans le bon sens. Voilà. Je pense à l'inverse que... Pardon, vas-y, excuse-moi. Juste un truc, une des réflexes que nous on a appris, puis beaucoup de gens qui sont un petit peu dans notre cas et qui analysent avec un prisme proche du nôtre ce qui se passe aux États-Unis, on arrive à cette règle. Trump, il faut pas regarder ce qu'il dit, il faut regarder ce qu'il fait. Parce que si jamais tu fais la liste de tout ce qu'il a dit et qu'au final ses actes sont allés dans un sens complètement différent de ce qu'il a dit, je veux dire, il y a énormément d'exemples qui vont dans ce sens-là. Donc Trump, regardez ce qu'il fait et non pas ce qu'il dit. Voilà. Covid et Fauci. Alors c'est là où sûrement que pour un esprit, on va dire un esprit hors Q qui n'est pas dans cette galaxie-là, qui n'a pas le contact avec ces connaissances-là. Honnêtement, ça me semble absurde. Non pas parce que je prends plaisir à dire que c'est absurde. Je dis juste que si on renverse ce type de raisonnement et qu'on explique la même chose sur les démocrates, est-ce que vous allez le prendre au sérieux? Est-ce que vous allez prendre au sérieux le fait que on explique qu'un président américain, en vérité quel qu'il soit, on s'en moque, tout ce qu'il fasse, tout ce qu'il dise, en fait, ça a toujours un sens positif. Quand il dit des choses mauvaises, en fait, on va nous dire non, mais regardez ce qu'il fait. Quand il fait des choses mauvaises, on nous dit non, mais en fait, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Quand il ne fait pas certaines choses, on nous dit mais parce qu'en fait, ça va arriver. Il y a un système de pensée parfait qui me fait penser un petit peu à l'escroquerie de Freud sur la psychanalyse. Non pas la psychanalyse en tant que telle, mais vraiment Freud, qui nous dit, en fait, c'est très simple. Tu vas chez un psychanalyste, tu payes très cher. Soit t'as envie de coucher avec ta mère, soit t'as pas envie et tu refoules. Donc c'est très pratique. La théorie de l'inconscient, c'est extrêmement binaire. Donc c'est ce qui m'interpelle avec Trump, c'est que je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, j'ai pas les connaissances nécessaires pour le valider ou l'invalider. Je dis juste qu'il y a un système de pensée qui semble parfait et qui fait que Trump a tout le temps raison. Et pour revenir à ce que tu disais, Léo, tout à l'heure, j'entends bien le fait que par rapport à Israël, Trump n'ait pas nécessairement les mains sur le complexe militaro-industriel pour dire vous allez arrêter l'envoi d'armement ou on va le conditionner. Mais dans ce cas-là, pourquoi l'applaudir quand il arrive à faire acheter des armes aux Européens en vue d'être données à l'Ukraine? Parce que c'est le même complexe qu'il fabrique. Donc, par rapport à l'Europe, Trump a les mains sur le complexe. Par rapport à Israël, il est dépendant des décisions de ce qui lui échappe. En termes d'articulation logique, il y a beaucoup d'exemples que je n'arrive pas à comprendre. On pourrait aussi parler, par rapport à Israël, de Trump, président de la paix, mais son gendre qui arrive quand même à négocier des deals immobiliers pour exploiter les colonies palestiniennes. Donc, même en suivant ce que vous me dites faut regarder ce qu'il fait et ne pas écouter ce qu'il dit, même quand je me contente de regarder ce qu'il fait, j'accroche quand même pas. Alors, premièrement, juste Nicolas, à propos du côté dogmatique, ça, ce n'est pas un problème de Q ou un problème de Trump ou un problème de quoi que ce soit, c'est un problème humain. Okay? Si on suit les postes de Q et on commence à voir qu'une fois ça marche, deux fois ça marche, et puis on accorde toute notre autorité, et on arrête de réfléchir de façon critique, ça veut dire qu'on est tombé dans un piège. Okay? Là, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on essaie de garder l'esprit critique. Et c'est pour ça que je ne suis pas en train de te dire ce que je crois que Trump est en train de faire. Je te montre des choses qui sont réellement en train d'être faites, que jusqu'à là étaient impensables. Je te signale, il y a encore de ça 10 ans, on avait Dieudonné qui ne pouvait pas mentionner le nom d'Israël ou quoi que ce soit sans qu'il se fasse entourer par je sais pas quoi. Tu vois, on se rappelle tous de cette hystérie paranoïaque où il voyait des antisémites partout. Okay? Aujourd'hui, tu as quoi? Tu as l'exact opposé. Maintenant, c'est tous les gouvernements du monde, enfin tous les médias, etc., qui se mettent à critiquer Israël et est en train de faire en Palestine, etc. On a Greta Thunberg, s'il te plaît, qui est allée là-bas pour dire sauver les Palestiniens. Donc, si tu veux, il y a quelque chose de très étrange dans cette histoire qu'on ne comprend pas vraiment. Moi, c'est pour ça que je préfère de me baser sur ce qui est en train de se faire. Et ce que je vois, c'est qu'on est loin de tout ça. On a le vice-président américain qui va rappeler l'importance du christianisme pour ces lieux-là et en ignorant tous les signes de soumission des autres politiciens qui allaient là-bas, tu vois. On a Epstein qui est en train
de montrer l'influence d'Israël et la façon qu'elle manipule les pays à l'extérieur. Epstein qui était arrêté sous le mandat de Trump. Et en fait, je vois des choses qui sont faites. En fait, je vois des choses qui sont réellement faites. Et donc, dans cette situation-là, qui est très polarisante, avec beaucoup de propagande des deux côtés, tu vois, moi, j'essaie de rester le plus humble possible et je te parle pas de ce que Q dit qu'il va se passer, blablabla, parce que Q, il dit pas ce qui va se passer avec Israël, parce qu'apparemment, c'est un sujet trop sensible. Mais je te dis ce que je vois. Et ce que je vois pour l'instant, c'est qu'Israël est forcé à signer la paix, alors que c'est eux-mêmes qui maintenaient en instabilité toute la zone là-bas, parce que comme ça, ils pouvaient absorber l'argent et différentes aides, etc., etc. Donc, voilà en ce qui concerne l'aspect dogmatique. Aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. Et après, Nicolas, il pourra te répondre à propos des armes en Ukraine et tout ça. Oui. Déjà, il y a l'inertie dans le système. Et l'inertie d'une machine comme le complexe militaro-industriel américain, qui emploie, je ne sais pas combien de millions de personnes il emploie, mais je crois que c'est considérable. Il ne peut pas être arrêté d'un coup sec. Trump, tout simplement, il se dit, comment je peux tirer bénéfice politique et économique pour mon pays, tout en mettant pas en péril ce qu'il y a de l'équilibre fragile économique américain. Bon, il dit, OK, vous voulez faire la guerre en Ukraine? Moi, je m'en lave les mains. Vous, les Européens, là, si vous êtes chaud, allez-y. Vous nous achetez des armes, vous nous achetez notre gaz, vous nous achetez tout à des tarifs prohibitifs, mais à tel point qu'il faut être carrément aveugle pour ne pas le voir à quel point on s'est fait plumer. Selon moi, ce qui fait Trump, il dit, avec mes possibilités, ce que je fais, je crée un climat pré-révolutionnaire en Europe. Pourquoi? En exposant l'Union européenne comme une entité nocive pour ses propres populations, capable de signer des contrats parfaitement défavorables, s'enfoncer dans une guerre sans soutien américain contre la première puissance nucléaire au monde, qui est d'ailleurs la Russie. Il a fait le test de son missile sans portée limitée là, il y a quelques jours, qui était un succès. Et donc, ce qu'il veut provoquer, dans mes yeux, c'est le soulèvement des peuples d'Europe contre les élites corrompues qui les gouvernent actuellement. Et c'est curieux parce que cette méthode de faire, elle correspond très très bien avec le discours qu'a prononcé Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg en 2022, si je ne me trompe pas. Il a dit que ce qui va se produire inévitablement à cause de la corruption des élites européennes, leur façon de servir leurs propres intérêts ou les intérêts de leur caste, etc., c'est qu'inévitablement il y aura un changement vers les entités plus radicales en Europe. Et depuis ce discours, qu'est-ce qu'on observe? La montée de la l'AfD là, la montée de la droite et de la droite en un Italie, peu Meloni. En Italie, en France. Et quelque part, ça se coordonne. Et tu comprends, la logique, tu la comprends, tu arrives à l'anticiper. C'est-à-dire que Trump, il va continuer à pressurer l'Europe, à l'humilier, à humilier ses dirigeants, à les pousser à dépouiller sa propre population, jusqu'à ce que la population européenne ne veuille plus jouer ce jeu-là elle-même. Sur ce point-là, dans un monde où Q n'existait pas, j'ai du mal à te rejoindre parce que l'Union européenne est elle-même une création américaine. L'Union européenne est issue du projet de Lamberts. État profond. Non, c'est une création américaine. C'est une création américaine. Non, mais justement, en fait, si tu veux, c'est ça toute la. Attends, je veux juste finir ce point parce que c'est là où vraiment, sur le plan géopolitique et de voir des Européens pro-Trump, je ne comprends pas comment un esclave peut aimer celui qui le fouette. C'est-à-dire que l'Union européenne a été fabriquée, le projet européen a été fabriqué par des intentions américaines. C'était tout l'objet du projet Amgot, qui était de coloniser les pays libérés du joug nazi. En l'occurrence, l'Italie, ça a fonctionné pendant 3 ans et ça a été le grand combat du général de Gaulle, qui d'ailleurs n'a jamais voulu commémorer le débarquement à cause de ça. Parce qu'il parlait d'une forme de colonisation et pour lui, se succédait la colonisation nazie à la colonisation américaine, en tout cas telle que voulue par les Américains. Et donc des gens comme Jean Monnet et Robert Schuman, les fameux pères du projet européen, étaient des pro-américains notoires et qui ont vendu la souveraineté des nations européennes à ce projet européen directement en lien avec Washington. Donc aujourd'hui, là encore, n'étant pas dans la tête de Trump, je peux pas le certifier, mais entendre un président américain, quel qu'il soit, expliquer que son objectif, c'est que les peuples européens se libèrent,
Alors d'accord, dont acte. Et effectivement, regardons dans les pays de l'Union européenne les puissances politiques qui arrivent au pouvoir ou en passe de l'être. C'est le RN en France, c'est Meloni avec Fratelli d'Italia en Italie, c'est Geert Wilders aux Pays-Bas, on a Vox en Espagne, on a que des partis politiques pro-atlantistes, pro-américains. Mais le truc, c'est que moi, ça me paraît bizarre. Giorgia Meloni, elle est plus contente d'être aux États-Unis que Ronald McDonald. Vraiment, c'est une mascotte américaine sur le territoire européen. Donc, quand Trump dit ça, pour moi, son objectif, c'est de créer une instabilité favorable à des partis politiques qui seront encore plus faciles à vassaliser. Regardez aujourd'hui une Sarah Knafo, qui est l'extrême droite. Mais à vassaliser, pourquoi? Ce que tu es en train de dire, c'est en gros, c'est très bien ce que tu dis. Parce que d'un côté, tu dis que les États-Unis avaient déjà le contrôle des pays européens. Et là, tu dis que Trump essaye de reprendre le contrôle des pays européens. Non, pourquoi il le ferait si c'était déjà le cas? Je dis juste, pour essayer d'être cohérent avec ce que je disais au tout début de l'échange, je pense que ce que fait Trump, c'est une continuité de l'impérialisme américain sous un autre visage. Mais alors, comment t'expliques une telle hostilité de tous les médias mondiaux, de tous les acteurs politiques mondiaux contre Trump? Je veux dire, ce serait quoi l'intérêt? Alors, c'était une petite hostilité pour faire semblant, d'accord. Mais là, je veux dire, on ne peut pas nier que tout ce qu'ils ont pu faire contre Trump, ils ont essayé de l'assassiner, ils ont essayé de le mettre en prison, ils ont essayé de mettre sa famille en prison, ils ont essayé de mettre tous ses collaborateurs en prison. Il y a eu Flynn qui a eu beaucoup de problèmes. Les Occidentaux ont essayé ils ont essayé de l'humilier aussi. Là, c'est pas le même sujet. Là, vous me parlez de la lutte contre Trump sur le sol américain. Moi, je vous parle de l'impérialisme américain et ses répercussions en Europe. Si on prend le lien entre les deux questions, qui est comment les médias mainstream ont défoncé Trump sur le premier mandat, je suis d'accord avec vous à 100%. Par contre, sur le deuxième mandat Trump, pour me farcir les journaux mainstream tous les jours, et c'est pas par gaieté de cœur, je peux vous assurer que la ligne a changé. Et qu'aujourd'hui, vous avez une chaîne comme CNews qui est ouvertement pro-Trump. La ligne a changé parce que je pense que, et c'est sûrement là que je me plante, mais pour moi, Trump n'est que le nouveau visage de l'impérialisme américain. C'est peut-être la clé dans l'idée, Rémi, c'est que je pense que c'est un peu dépassé. Enfin, je dis ça sans aucun manque de respect ou quoi que ce soit. Cette vision, les Américains, ils veulent ça, les Russes, ils veulent ça, les Français et l'Union européenne, ils veulent ça. Aujourd'hui, je pense que les deux pôles, parce que c'est devenu extrêmement binaire, la géopolitique mondiale, aujourd'hui, t'as un pôle mondialiste et t'as un pôle antimondialiste. Derrière le pôle antimondialiste, on a des gens qui se battent pour leurs intérêts personnels, que ce soit, tiens, moi je suis pour les BRICS, ah non, moi je suis pro-américain, ou des choses comme ça. Mais sur le champ de bataille tout en haut, c'est mondialiste et antimondialiste. Et ça s'est traduit par des discours extrêmement clairs. Encore un récemment de Trump à l'ONU, là, il y a quelques semaines. Ou alors les discours de Poutine à l'ONU, là, ça c'est toi Nico qui va pouvoir me baquer là-dessus. Donc l'idée c'est que ne pas voir cette discontinuité aux États-Unis, parce que le pouvoir américain, le pouvoir états-unien était extrêmement dans la lignée mondialiste. Jusqu'à Trump numéro 1. Après, on est revenu avec un Biden. Bon, et ça, on pourrait en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus entre 2020 et 2024. Et là, maintenant, il est encore en train de quitter cette voie mondialiste. Donc, la discontinuité en géopolitique du pouvoir américain me semble très clairement posée dans ces termes-là. Et à partir de ce moment-là, on peut penser que oui, peut-être que Trump a un intérêt économique, ça c'est certain, à vassaliser d'une certaine manière les États-Unis, mais c'est pas une vassalisation qui va passer par l'Union européenne, puisque l'Union européenne est constamment ridiculisée, et en plus, c'est un des derniers bastions encore un peu forts du projet mondialiste. Alors, si Trump n'est pas un mondialiste, je veux bien l'entendre. Mais pourquoi la présence de quelqu'un comme Scott Bessent, nommé par Trump directeur du Trésor, ancien de chez Soros? Justement, là, tu peux voir, là, on est vraiment dans les hypothèses, et ce sera le même genre d'hypothèse que je te ferai si on vient à parler de... Bessent est là. Bessent est là. Ça, on est complètement d'accord. C'est même un argument que je prends à mon compte. Ce que je veux te dire, c'est que tu peux dire, là, il est en train de faire pousser l'agenda de Soros, ce qui ne semble pas être le cas, parce que sinon, Soros, il serait pas c'est pas ce que je dis. Attention. Non, je dis pas ce que tu dis, mais c'est qu'il y a deux solutions. Soit Soros se sert de Trump, soit Trump se sert de Bessent pour contrer Soros. Parce que Bessent, on ne sait pas. Ni toi ni moi ne savons ce qu'il a dans le cœur. Ou alors par comment ses couilles sont tenues. Ceci dit, un type comme Bessent est de nature à faire tomber tout le réseau, toute l'organisation Soros. Et si on parle de Soros, si on veut bien aussi... Oui, ok. C'est pas ce que je veux dire par là. Ce que je veux dire par là, c'est que j'entends que peut-être que Trump incarne le nouveau visage de l'antimondialisme. Pourquoi pas? Mais
moi, j'essaie de juger par les faits. On est tous d'accord là-dessus. Regardons ce qu'il a fait. La nomination de Scott Bessent. Les négociations pour le rachat des ports en eau profonde. 20 milliards, Trump a négocié en faveur de BlackRock. Si on prend des nominations de gens pro-sionistes qu'il y a aujourd'hui autour de Donald Trump, en vue d'aller créer des deals immobiliers, on en parlait tout à l'heure, l'exploitation de la Palestine, tous ces territoires-là. Trump qui fait, alors est-ce que c'est une blague, et cet effet Streisand dont on parlait, le positionnement par rapport au Groenland, de dire, finalement, les États-Unis vont peut-être récupérer le Groenland. Si ça, c'est pas de l'impérialisme, et l'impérialisme est par nécessité mondialiste. C'est que si vous voulez dominer le monde, il faut considérer qu'il y a un monde. Je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Donc, faire de Trump un anti-mondialiste, malgré ses velléités guerrières, ses velléités économiques qui pèsent sur beaucoup de pays hors États-Unis, je peine à comprendre. Et d'ailleurs, juste pour finir, on peut parler de quelqu'un comme Emmanuel Macron. On est tous d'accord pour le critiquer en France et dire Macron a vendu les joyaux de la couronne, sans mauvais jeu de mots avec les derniers événements du Louvre. Macron a vendu les joyaux de la couronne, il les a vendus à qui ? General Electric, c'est américain ou c'est du Paraguay? Et en 2017, c'était pas. Mais c'est ça le truc, en fait, c'est, tu vois, écoute, Rémi, le truc, c'est pour nous, c'est très important de faire la distinction entre cette partie qui s'appelle l'État profond, tu vois, qui est un fruit du complexe militaro-industriel, et le pouvoir étatique, la structure de pouvoir. La structure de pouvoir a été infestée par ce complexe militaro-industriel, et ça a été fait à l'ensemble de l'Occident. Ce n'est pas qu'un phénomène américain. Et donc, du coup, quand tu parles de General Electric, ce n'est pas de l'État américain. General Electric, c'est une industrie, c'est un industriel. Donc, ça va dans le complexe militaro-industriel. General Electric était un des membres de ce complexe militaro-industriel qui ont fabriqué énormément de choses dans le passé, tu vois, pour des guerres aussi. Donc, c'est pas qu'une petite technologie qui fait une entreprise qui fait des machines à laver, c'est plus que ça. Et donc, c'est ça le truc, c'est qu'il faut faire cette séparation, que ce soit en France ou ailleurs, entre la vision globaliste, état profond, complexe militaro-industriel qui existe et qui essaie d'infiltrer la structure de pouvoir, comme ils l'ont fait en France, tu vois. Et la différence entre les gens qui cherchent réellement à faire les choses bien et aussi les populations en dessous. Tu vois, donc quand tu parles, c'est les Américains qui ont fait d'eux, tu es en train de parler de tout un pays et de tout un peuple. Donc ce n'est pas les Américains. General Electric, ce n'est pas l'État américain et ce n'est pas non plus le peuple américain. Donc, si tu veux, il faut bien faire la séparation entre ces différentes entités parce qu'on a ce problème-là en France. Moi, j'aimerais pas être identifié aux actes de Macron. On est d'accord, toi non plus. Alors, sur les entreprises françaises non plus. On a ce problème-là dans les débats. On doit intégrer cette vision-là parce qu'on a ce problème avec les États-Unis, avec la France, avec l'ensemble de l'Occident, l'ensemble du monde, on pourrait dire, et aussi Israël. Parce qu'en Israël, tout le monde n'est pas méchant. Les gens qui sont il y a des SDF en Israël aussi, tu vois, et qui y sont pour rien. C'est juste, ils sont nés là-bas. La dissociation avec le peuple, c'est un rappel important et je pense qu'on était tous d'accord là-dessus, donc j'y souscris. Par contre, pour moi, la dissociation pouvoir-structure, donc État profond en tant que structure, quand je vois le pouvoir américain qui négocie des deals en faveur de BlackRock, on est d'accord que BlackRock, c'est l'un des symboles de l'État profond américain. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Justement, non, on n'est pas d'accord, mais est-ce que... Non, je veux dire, on n'est pas d'accord. Moi, ce que j'ai envie de te dire, et là, c'est exactement le sujet Palantir dont on voulait parler. Je sais pas si on en a parlé à l'antenne ou pas. Est-ce que je peux donner juste un petit, parce que je vais l'oublier sinon. Parlons des Rothschild. Les banques Rothschild sont connues pour leur exécrable action sur le système financier mondial. Ok. Il se trouve que en Albanie, un jour, ma sœur a voulu monter, elle voyait toute cette idée des vélos et tout. À Tirana, en Albanie, il y a eu un énorme problème. Tu vois, un énorme problème avec les voitures parce qu'on a trouvé tout d'un coup avec des millions de voitures sans la capacité d'absorber le trafic. Et donc, ma sœur a pensé de monter cette association qui fait les Vélib, l'équivalent des Vélib en Albanie. Très bien. Tu sais où elle a trouvé le financement pour lancer son idée? C'est les banques en lien avec Rothschild. Ouais. Voilà. Et donc, les Rothschild, c'est pas qu'elle les connaissait, c'est que les Rothschild, ils ont on va dire une base en Albanie, comme ils ont dans plein de pays. Et tu peux aller là-bas, demander de l'argent pour des projets. Et les gens qui travaillent dans cette institution, tu vois,
eux, ils ont rien à voir avec la famille Rothschild. C'est pas des vampires sanguinaires, je sais pas quoi, tu vois. C'est vampires métaphoriques, évidemment, hein, pour de la team premier degré. Et donc, du coup, ça veut dire que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Quand tu dis BlackRock, c'est la mascotte de l'État profond. Oui, ils servent les intérêts de l'État profond. Est-ce que 100% de ce qu'ils font va dans les intérêts de l'État profond? Non. Parce que si c'était aussi simple et aussi flagrant, ils ne vivraient pas longtemps. Donc, ça veut dire que ces grands enfoirés qui essayent de tirer les ficelles, ils ne peuvent pas tirer que les ficelles noires. De temps en temps, ils doivent donner un petit peu. Donc, si on voit tout avec une vision binaire de cette entreprise, elle est méchante, du coup, il faut l'éliminer. Celle est gentille, il faut tout lui donner. On est mal barré. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de voir un petit peu plus de nuances dans chaque couche de pouvoir, de faire la séparation entre l'industrie. Même au sein de l'industrie, tu as l'industrie positive et l'industrie négative. Tu as ceux qui sont motivés purement par le gain, ils en ont rien à foutre du monde, de la planète, des gens. Et il y a aussi ceux qui le font parce qu'ils veulent apporter un vrai changement, tu vois. Donc, il faudrait faire très attention. Le plus grand danger dans ce genre de débat, conversation et dans ce qui est en train de se passer, c'est la vision noir ou blanc. Ouais, simplification à l'extrême. Donc, c'est pour ça, j'aimerais bien, quand tu dis BlackRock, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Je parle de BlackRock, j'ai un doute, j'en parlais déjà à l'époque, tu vois, en 2010. Est-ce que 100% de ce qu'ils font est mauvais? Non, parce que si c'était le cas, ils se feraient griller immédiatement. Donc, est-ce que les plans de Trump, comme ils travaillent... J'ai un exemple que je trouve pertinent par rapport à BlackRock, par rapport à Palantir aussi, surtout par rapport à Palantir, c'est l'exemple de Facebook. Ok, Facebook, tout le monde est choqué par Palantir, à juste titre, hein, pour toutes les attaques sur une vie privée, sur ce qui reste d'une vie privée. On peut être à très juste titre être choqué par Palantir, mais personne se choque de Facebook. Alors que Facebook, ce que je veux dire, c'est l'outil de contrôle, de suivi, de cartographie du monde occidental. Tout le monde, il y a encore 10 ans, l'aspirateur de vie privée. L'aspirateur Exactement. de vie privée. Ouais. Ok. Aujourd'hui, Facebook, tu vas voir un Mark Zuckerberg qui est en train de cirer les pompes à Donald Trump. On a même vu une vidéo qui est sortie il y a quelque temps où il promenait, je sais pas, 600 milliards ou un truc comme ça. Puis après, on l'entend dire en off, dis donc, je savais pas ce que c'était le nombre. Alors du coup, j'ai dit 600 milliards et du coup, je me suis engagé devant la planète entière à te donner, à toi, Donald Trump et à ton administration, 600 milliards. On parle pas d'un Mars, quoi, tu vois. Donc, alors que Facebook, il y a 3 ans, c'était qui? C'était la base du complexe de la censure. C'était eux qui étaient à la base de tout le fact-checking et compagnie. Tout le monde s'est fait censurer par Facebook. Tout le monde se faisait voler ses trucs par Facebook. On se souvient des trucs de Cambridge Analytics. On a même nous parlé dans une émission il y a pas longtemps du fait que Facebook, ils se sont dit tiens, on va faire une petite expérience sur ces personnes-là, quelques centaines de milliers de personnes. On va juste changer leur fil avec un algorithme spécifique pour voir si on leur met que de la merde, est-ce qu'ils vont devenir dépressifs et ils auront envie de se tuer. Et il y a des gens qui se sont tués ou qui ont essayé de se tuer. Donc ça, c'est Facebook. Ouais. Et aujourd'hui, on a un Facebook avec un Zuckerberg qui est complètement à la botte d'un Donald Trump. Donc moi, mon interprétation par rapport à ça, et c'est vraiment juste une interprétation, donc je sais pas de te convaincre, je te donne une grille de lecture, c'est de se dire quoi? En gros, face à une entreprise aussi toxique que Facebook de 2020, t'as 2 solutions. Soit tu la détruis, tu la mets en pièces, ok. Soit tu essayes de prendre cette entreprise, de la restructurer de l'intérieur, de prendre les contrôles de l'intérieur pour prendre cette espèce d'énorme machine à fric, parce que c'est aussi ça, Facebook, une énorme machine à fric, c'est énormément de valeur, et essayer de la réorienter dans tes intérêts. Sachant que tes intérêts, dans le cas de Donald Trump, ça va être les intérêts notamment économiques des États-Unis. Donc c'est-à-dire que c'est pas les tiens et les miens personnellement, on est d'accord là-dessus. Donc on pourrait faire le même raisonnement avec Palantir. America First, il faut le prendre à la lettre. Trump, il est prêt à sacrifier le reste pour mettre les États-Unis devant. Mais après, il prend en compte aussi la complexité géopolitique, que s'il met tout le monde, il jette tout le monde sous le bus, comme on dit, qu'il va se faire beaucoup d'ennemis. Donc je pense que c'est vraiment une histoire de jonglage très délicat. Oui. Et je trouve ça, en fait, j'aime beaucoup la tournure que prend la discussion parce qu'au fond, je crois qu'elle valide nos positions mutuelles. C'est-à-dire que le rappel que tu fais, Léo, sur l'importance de la vigilance, l'importance du doute, l'importance de la remise en question, d'une certaine binarité, d'un certain manichéisme, je suis 1000 fois d'accord avec ça. Mais ça nous ramène au tout début de la discussion. Q de ce que vous m'avez expliqué,
je vais le dire volontairement avec un petit peu d'ironie pour mettre un peu de légèreté dans la discussion, pour essayer de reprendre les arguments de quelqu'un qui serait complètement opposé à Q. C'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux les propos de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui nous évoque un plan qu'on ne connaît pas, qui est un plan ultra secret, mais que nous, des pimpins sur YouTube qui habitons au fin fond de je sais pas quelle ville, on est au courant du plan ultra secret. Et là, quand moi je suis arrivé avec mes gros sabots, j'ai fait une vidéo en disant écoutez les gars, vous êtes sympas, mais c'est pas crédible votre histoire. On me dit non, mais en fait c'est parce que t'es anti-Q, tu comprends pas, tu connais pas, va écouter Alexis Cossette, il connaît tout de A à Z. On m'a dit ça. Donc j'exagère bien volontiers, mais dans ce cas-là, si on veut faire œuvre de vigilance, de doute, de remise en question, et qu'on l'applique au tout début de l'histoire, pour moi Q c'est pas crédible. Je ne dis pas ce qu'il dit, je ne dis pas ce qui est révélé, mais la structure intellectuelle du système Q, je comprends pas, je la trouve pas sérieuse. Donc évidemment que ça appelle à la crédibilité, ça appelle au doute. Quel aspect particulièrement parce que si la structure intellectuelle Q poussait les gens à remettre en cause certaines choses, certains faits, Q ne serait pas pris au sérieux. Donc je pense qu'il y a quand même une sorte de pas d'enfermement intellectuel, faut pas déconner non plus, mais il y a une forme de système de pensée parfait qui fait que vous êtes pour ou contre. Mais Q en soi, je ne comprends pas pourquoi on peut même pas remettre ça en cause. Bah attends, mais c'est là où tu dis une chose très intéressante. Excuse-moi, c'est là où tu dis une chose très intéressante. Je pense que avant que Donald Trump soit réélu là actuellement, nous on était plutôt dans une position où on disait combat à l'état profond, Q machin, etc. Dès que le pouvoir a été récupéré, notre rôle, et je pense que c'est là où la position a été très très saine, c'était être cette force qui regarde ce que fait Donald Trump, son administration, et il pratiquait toujours le libre arbitre. Mais ça c'est notre position. Il y en a qui n'ont pas, soit ils se sont pas suffisamment imprégnés de ceux qui voulaient promouvoir Q dans ses messages, parce qu'ils promouvaient exactement ça. Maintenant que Trump est au pouvoir, nous, on est censé être le contre-pouvoir, c'est-à-dire que nous sommes censés surveiller ce qu'il fait et toutes ces défaillances par rapport à Trump est censé donner le pouvoir etc. au peuple, pas le centraliser derrière une croyance. Et donc, du coup, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et je peux te dire que c'est pas la chose la plus facile parce que nous, on se prend des tirs de, entre guillemets, notre côté, simplement parce qu'on remet en question certaines choses. Dernière en date, c'est j'ai remis en question le transhumanisme d'Elon Musk que j'ai comparé à celui de Klaus Schwab en disant que Klaus Schwab, à côté, c'est une tapette. C'est Elon Musk en transhumanisme, il est comme feraient certains. Tu vois. Et donc, du coup, et je me suis pris des tirs, non pas sur l'aspect transhumaniste d'Elon Musk, mais sur des propos caricaturés que j'ai dit, qui ont été déformés, caricaturés. Et donc, si tu veux, on remarque aussi une présence des opérations psychologiques. Donc là, on entre. Tu sais, le problème de cette conversation, c'est qu'on est en train de parler des sujets pour lesquels on pourrait écrire 150 livres, tu vois. Et on essaye de le faire en 1 heure, ce qui n'est pas possible. Donc, on ne peut pas entrer dans chacun des sujets en profondeur. Là, je vais juste mentionner vite fait. On a emmené aux yeux du public, et grâce aux questions de Q, toute une histoire de framework design. Donc, framework design, tu as déjà entendu parler de ça? Ok, voilà. Donc, framework design, c'est ce cadre de travail. C'est une sorte de protocole qui est utilisé par les institutions internationales pour contrôler la parole, tu vois. Contrôler la parole dans les réseaux sociaux et pas que. Et donc, du coup, ça se manifeste dans la section des commentaires. Et donc, moi, j'ai pu le voir dans nos commentaires à nous. J'ai eu une prise de bec avec quelqu'un, involontaire, j'ai pas fait exprès, j'ai dit un truc de trop, j'ai heurté une sensibilité, hop, l'autre, il est monté dans les tours. Et là, je vois une chier de bots, excusez-moi du terme, de comptes nouveaux sur X qui viennent me caresser moi dans le sens du poil et qui me disent Léo, t'as raison, c'est l'autre qui a tort, et puis les mêmes apparaître chez l'autre, lui dire c'est toi qui as raison et l'autre a tort. Et donc du coup, si tu veux, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un effort considérable avec des millions de faux comptes et de l'intelligence artificielle qui est là pour polariser. Pourquoi? Parce que quand tu polarises, il n'y a plus de débat. Quand il n'y a plus de débat, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pensées uniques qui se forment, il y a le tribalisme qui se forme. Sauf que toutes ces stratégies, ce sont des stratégies de la CIA, de l'état profond. Tu vois. Et donc, du coup, je remarque qu'il y a
nous, on essaye de faire les débats, etc., mais on voit qu'il y a des psyops qui sont en cours pour polariser, pour bloquer ces débats-là. Moi, je suis le premier à dire, attention, maintenant, je ne suis pas là pour saluer Trump, etc., etc. C'est bien ce qu'il fait, mais encore une fois, c'est un chat. Chat blanc ou chat noir, on s'en fout, c'est un chat. Je suis une souris. Et donc, la responsabilité de ma vie est sur mes épaules. Je garde un œil critique sur Trump. Là, récemment, il a publié une vidéo de lui où il est dans un avion de chasse et il envoie de la merde sur les manifestants. Moi, je trouvais ça stupide. Donc, je suis capable de dire que Trump fait aussi de la merde, littéralement dans le cas précis. Donc, si tu veux, je suis capable de le faire ça et ça ne secoue aucune de mes croyances. Le problème qu'on a, c'est quand certaines personnes qui ont perdu la confiance dans les médias mainstream, c'est littéralement un pilier de leur existence qui a été retiré parce que leur vision du monde n'est plus stable. Et donc, si ce pilier qui tombe, ils le remplacent par un pilier Trump, là, on a un problème. Mais ce pilier, tu vois, parce que ça provoque des réactions agressives, ça coupe le débat, en fait. Et du coup, je trouve c'est les dangers face auxquels on est confronté et qu'on essaie de faire au mieux pour ne pas y tomber. Cela dit, ça, c'est un sujet. Q, c'est un autre sujet. Dans le sens où Q... Oui. Je te remercie de rappeler tout ça et c'est vrai que ça résume parfaitement l'échange qu'on a et j'espère que beaucoup de spectateurs qui le verront auront plaisir à le voir. Pas parce qu'on est d'accord ou pas et pas parce qu'on valide ou pas ce que nos spectateurs pensent, mais parce que pour moi, ce qu'on fait là, c'est toute l'importance de l'exercice du débat pour comprendre que les gens ont leur libre arbitre. Et c'est là où peut-être on va se séparer, c'est que pour moi, se séparer dans les idées, j'entends, pour moi, je pense que Q, en tant que structure intellectuelle, n'est pas un horizon indépassable. Et que ce qui me fait peur, c'est que quand j'ai eu des commentaires sur ma vidéo Trump de gens qui me disaient « Tu devrais écouter Q, tu devrais écouter Q. » Ok, d'accord. Ok. Mais si je vous suis, vous avez compris ça, vous avez compris Q qui balance des trucs. Ok, d'accord. Mais... Rémi, on n'est pas entré dans les détails. C'est ce que j'essaie de te dire. C'est-à-dire que là, on n'a plus que survolé parce qu'on avait dit 1 heure. Tu m'avais dit 1 heure et ça fait déjà 1h20 qu'on est là. Bien sûr, mais et on ne peut pas. Si tu nous laissais genre 10 heures, on prendrait le temps de t'emmener chaque post de Q en détail en te disant voilà ce qu'il a dit à ce moment-là, voilà ce qui s'est passé. Léo, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Oui. C'est pas par rapport à Q en tant que tel. C'est que, comme vous l'avez vu dans l'échange qu'on a eu aujourd'hui, pour moi, j'essaie de penser Q comme une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand, qui est celui de l'impérialisme américain et de la manipulation des citoyens. C'est peut-être là où je fais une erreur, je veux bien l'entendre. Mais est-ce que ça, c'est pas un biais déjà? De la même façon que les croyants à Q, ils ont un biais cognitif. Avant de voir si j'ai un biais, laisse-moi finir. Déjà, en prenant ce recul-là, la grille de lecture que j'essaie de proposer aux gens, c'est de dire, OK, vous vous construisez aujourd'hui en opposition au système idéologique précédent qui était le wokisme. À peu près, on est d'accord. On va dire la ligne MAGA a succédé au wokisme dans les cerveaux occidentaux. Et si on regarde, tout procède de la même manière. Ces deux courants-là et d'autres avant. C'est-à-dire qu'il y a une instrumentalisation de la victimisation, c'est-à-dire le système nous en veut. On prend le pouvoir en disant si on prend le pouvoir, c'est parce qu'on nous a victimisés. Donc c'est la justification de la prise de pouvoir par l'ancien statut de victime. Et après, ça s'écroule parce qu'il faut laisser la place à une autre idéologie. Le pouvoir américain, que je distingue bien des citoyens de l'État profond, le pouvoir américain fonctionne comme ça depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était la lutte contre le communisme, l'Amérique grandissante et compagnie. On est d'accord, les idéologies qui se succèdent, là-dessus, je pense qu'on sera raccord. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans la ligne MAGA, c'est pas de la critiquer en disant Q, j'y crois pas, je trouve ça crédible ou pas. Au contraire, je suis vraiment passionné par ce que vous m'avez expliqué et j'entends que c'est un 1% de tout ce qu'il y aurait à dire. La manière avec laquelle j'essaie de me positionner, c'est de dire, si des millions de citoyens se sont fait baiser avant avec d'autres idéologies, est-ce qu'on peut au moins être vigilant en ne considérant pas l'idée Q, je mets des guillemets parce que on est d'accord sur ça, l'idée Q comme un horizon intellectuel indépassable. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut pas penser. C'est très simple d'avoir ce genre de démarche, de se dire, peut-être qu'il y a moyen que je me fasse enfler là-dedans. Je pense que c'est un des trucs qu'on essaie d'apporter ici. Se dire, bon, OK, il y a des choses intéressantes qui ont été dites, il y a des éléments historiques très, très intéressants qui sont en train de se passer, mais est-ce que je suis pas en train de me faire planter? Tu vois, ce que tu as demandé tout à l'heure comme question, c'est une question qu'on met souvent, surtout Léo, au centre du tapis, à savoir, est-ce que si jamais il y a un plan qui est organisé par les cerveaux les plus brillants de la planète pour sauver le monde, est-ce que c'est normal que moi, Monsieur Michu, dans mon garage ou dans ma boulangerie, j'ai tout compris à ce plan-là? C'est évident que c'est pas normal.
on s'est très longuement exprimé sur le fait qu'on a été nous-mêmes des victimes de la psyop Q, parce qu'il fallait qu'à un moment donné, la pensée collective aille dans cette direction-là, que Q nous a dit, tiens, c'est par là que ça se passe. Nous, on a suivi parce qu'on avait confiance, et on s'est rendu compte qu'on était victime d'une psyop, pour des bonnes raisons, quelque part. Vas-y, Léo. Même Alexis, qui est, je dirais, le plus pertinent dans le sujet, lui-même, il a avoué dans un dernier débat qu'il a eu récemment, que en 2018, il croyait qu'Obama allait arrêter très rapidement, tu vois. Nous, on croyait que Biden n'aurait jamais pu atteindre l'investiture. Et il y a eu plein d'erreurs comme ça, tu vois. Et ces erreurs-là, justement, devraient nous apprendre l'humilité. Et c'est ce que j'essaie de rappeler toujours. C'est si, en effet, il s'agit de la plus grosse opération militaire pour récupérer le pouvoir des mains d'une institution corrompue, globaliste, etc., ce n'est clairement pas moi, avec mon BEP mécanicien auto, qui va le comprendre. Tu vois, ni moi, ni le petit journaliste, ni l'analyste des postes de Q, ni celui qui fait des vidéos de Q. Tu vois, c'est voilà. Et j'appelle à l'humilité. Tout en faisant ça, et en maintenant mon humilité active, je garde un œil sur les fruits de ce qui a été fait avec You, et je vois qu'ils sont globalement bons. D'accord? Mais après, je garde aussi ma capacité de critiquer Trump, et je le ferai peu importe ce que la secte arrière veut m'imposer, tu vois, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on est en train de voir la formation d'une sorte de pensée unique, ok, au niveau des patriotes, etc. Et moi, je me suis pas fait chier à me battre 15 ans contre la pensée unique et pour protéger la liberté d'expression, la liberté de penser, pour que moi, je devienne le bourreau de ça en disant à l'autre avec argument d'autorité, et moi, je savais avant toi, alors ferme-la, écoute-moi. C'est pas l'idée, en fait, tu vois. S'il y a un truc que je veux rajouter par rapport à ça, parce qu'une raison pour laquelle on est en train d'avoir ce débat, c'est parce que tu t'es fait tomber dessus sur Twitter. Et la raison pour laquelle tu t'étais fait tomber sur Twitter, moi, j'ai pas suivi toute l'affaire, mais une des raisons, c'était que tu avais ramené, notamment sur l'affaire Epstein et avec Trump, des choses qui, aujourd'hui, je pense que tu es d'accord sur le fait que certains de ces points de détail étaient factuellement faux, qui absolument pas d'accord. accablaient Trump. Absolument pas Comment? Absolument pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Absolument pas d'accord. Ça a été parfaitement instrumentalisé par Alexis Cossette, justement, que je salue et que j'embrasse. C'est que dans ma vidéo, en l'occurrence, je ne rappelle qu'un seul élément, qui est le fait que Virginia Giuffre ait été présentée à Ghislaine Maxwell dans le golf de Donald Trump à Mar-a-Lago. J'explique simplement qu'elle était, alors j'ai eu le malheur de dire masseuse. J'ai eu le malheur de dire masseuse. Ouais. C'est le mot masseuse elle était employée à l'accueil, très exactement. Donc c'est vrai que maintenant, les gens deviennent experts LinkedIn, donc ça se joue au poste. J'ai eu le malheur d'expliquer ça et de dire simplement Virginia Giuffre, dont le père était embauché par Trump dans le golf. Virginia Giuffre a fait une sorte de job étudiant là-bas, et c'est là qu'elle est mise en contact avec Ghislaine Maxwell, donc le couple Epstein. Point. Point. Oui. Alexis Cossette a rebondi sur ça en expliquant que j'avais fait des liens, sous-entendant presque que j'avais dit que Trump avait violé des gamines. Et je n'ai non seulement jamais dit ça, car je n'en ai pas les preuves, et c'est parfaitement faux. Donc, sur cette affaire, en fait, de ma vidéo, ce qui était passionnant, c'est que j'ai passé les 3/4 de mon temps à me défendre sur Twitter de choses que je n'avais pas dites. Et c'est un exercice périlleux, je vous l'avoue. C'est ça le problème. Du coup, c'est très bien que tu aies l'occasion de pouvoir mettre les choses au clair au départ, j'étais censé débattre avec Alexis Cossette. Mais c'est pas grave. Après, c'est l'histoire. Il y a aucune aigreur. Je rappelle les faits parce qu'on en parle. J'étais censé débattre avec. Et puis, on a eu des échanges de tweets où, en fait, très vite, je comprenais que de toute façon, j'étais un pimpin parce que je connaissais pas Q. Et il m'expliquait que, de toute façon, presque, ça servait à rien de débattre avec moi parce que j'avais pas la lumière. Écoute, non seulement on n'est pas Alexis. On n'est pas Alexis, on va pas parler à sa place. Récemment, je l'ai même défendu. Apparemment, il dit qu'il veut, il n'a pas besoin de. Par rapport à ça. Je tiens juste à remettre. C'est Alexis. On veut pas. Non, mais d'accord. Oui, non, mais j'ai quand même le droit de le dire. Enfin, je sais pas Dieu sur terre. Oui, bien sûr. J'ai quand même le droit de rappeler que moi, il s'est passé ça avec lui. Et la base de la question qui m'est posée, c'est sur cette histoire Epstein. Je n'ai jamais dit que Trump avait violé des gamines. Il y a un seul élément. Et en fait, il y a des, apparemment, plutôt pro-Trump qui me sont tombés dessus en me disant, ouais, mais en fait, elle était pas masseuse, elle était à l'accueil. Ah, d'accord. Donc, ça décrédibilise une vidéo d'1 heure, en fait. Premièrement, et puis deuxièmement, Ghislaine Maxwell et Epstein n'ont pas fait long feu dans le truc de golf de Trump parce qu'ils ont été exclus définitivement à un moment donné, justement parce que
de ce qui circule, c'est parce que justement Trump il a regardé que ces gens-là ils sont pas sains et donc du coup ils ont été interdits d'accès au golf. Donc et ça fait longtemps. Hein. C'est pas quelque chose qui est arrivé après dans un mouvement politique, etc. C'est très rapidement Trump quand il a vu le genre de saloperie que c'est Epstein, il s'en est éloigné. Donc vous avez des sources sur cet élément-là? Parce que moi, j'ai eu des sources qui vantaient le fait que les deux se soient engueulés sur un deal immobilier à Mar-a-Lago et que Epstein avait remporté l'affaire et il s'était brouillé à partir de là. Alors, je valide pas votre version. Moi, les éléments que je pourrais t'amener, Rémi, c'est que les éléments, pour le coup, qui sont factuels, on a une interview qu'on n'a pas préparée là pour le jour, mais on pourra te la publier, une interview qui est faite de l'avocat qui défendait les victimes d'Epstein, qui dit, en gros, il y a la seule personne de l'establishment qui m'a aidé, qui m'a donné un temps illimité pour enquêter contre Epstein, c'est Trump. C'est la seule personne qui m'a aidé. Donc, de la bouche de cet avocat-là, à l'époque, alors je sais plus exactement à quelle occasion où Epstein était passé devant la justice, ce type-là a dit le seul qui m'a aidé, c'était Trump. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on a un jeu qui est très pervers, qui consiste à dire oulala, dans quelle poche il tombe Trump? Est-ce qu'il tombe dans la poche de ceux qui ont violé les gamines? Et là, maintenant, des questions essentielles comme qu'est-ce qu'il allait faire 30 fois là ou 26 fois Bill Clinton sur l'île d'Epstein? Ok, ces questions-là finalement passent à un rang secondaire parce que dans la tête de beaucoup de gens et de beaucoup d'ennemis de Trump, la question c'est de savoir est-ce que Trump il a baisé des gamins ou est-ce qu'il a pas baisé des gamins. Donc dans toute cette histoire d'Epstein, c'est comme ça que ça se traduit. Il y a un certain nombre de sources qui consistent à dire que non, il l'a pas fait, qu'il a été infiltré à proximité d'Epstein pour un certain nombre de raisons, soit par hasard, pensent certains, soit d'autres pensent que c'est parce que depuis ce moment-là, il était en train d'essayer de cartographier ce mouvement pour à terme le faire tomber. Donc ça, moi, j'ai pas spécialement de preuves qui vont dans ce sens-là. Mais tu comprends que quelque part, en disant masseuse, moi, je suis tout à fait prêt à mettre ça sur le compte d'une erreur innocente de ta part et de prêter aucun agenda, tout ça. Mais en disant masseuse avec Virginia Gouffret, tu le mets dans la position du type, du patron véreux de 60 ans qui prend une gamine de 16 ans et qui l'a fait masser Epstein. Donc, même si moi je te prête aucun agenda caché et négatif contre Trump, tu comprends que pour les gens qui sont un peu sensibles sur la question, en formulant les choses comme ça, et en fait je suis pas sûr que ce soit une erreur qui soit de ta part. Je pense que c'est une information que tu as dû aller prendre quelque part, que peut-être que tu n'as pas vérifié et que c'est comme ça. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Maintenant, je veux bien entendre l'erreur factuelle avec grand plaisir, que je reconnais là bien volontiers. Par contre, pour être très clair, il n'y a pas de raison cachée de, en fait, Poutine m'a appelé pour dire masseuse, mais je sais pas quoi. Non. Juste, j'ai merdé. Point. Ça va pas plus loin que ça. Donc, je tiens aussi à rappeler cet élément-là. Et puis, autant je reconnais ma faute, mea culpa bien volontiers, autant je me permets la petite ironie de dire, ce pointillisme de certaines personnes qui croient sur parole les propos d'un mec qu'ils ne connaissent pas et qui a pris une lettre de l'alphabet comme prénom, je me dis, voilà, les gars, faites preuve peut-être d'un peu de tolérance. Parce que je trouve qu'il y a une forme de pointillisme, pour me donner tort, dans une vidéo qui dure 50 minutes, si je dis pas de bêtises. Et bizarrement, personne m'a repris sur les agissements de Jared Kushner. Personne m'a repris sur l'entourage pro-sioniste de Trump. En tout cas, certaines personnes. Personne m'a repris sur ces éléments-là. Donc, peut-être par manque de temps ou par manque de... Il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce qui ressort de ma vidéo et ce qui a été instrumentalisé par Alexis Cossette en personne, c'est masseuse ou personnel d'accueil. Bon, ok, je reconnais ma faute, mais dans ce cas-là, si j'ai dit de la merde, je vais le dire pendant 50 minutes. Le truc que je remarque, c'est que tu vas avoir les gens qui vont nous suivre, nous, ce qu'on fait à peu près, où on parle de Q, ça fait à peu près 5 ans, plus ou moins, qu'on fait ça avec Léo. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, voilà. Donc, qu'on parle de ça. Donc, effectivement, si tu fais partie des gens qui nous regardent depuis 5 ans, on est un petit peu dans le débat d'experts et des choses comme ça. Et quand toi, t'arrives avec toute la bonne foi que je suis complètement prêt à te concéder, il y a aucun problème là-dessus. Et tu arrives et que tu poses des questions qui, pour ces gens-là, ça fait 4 ans que c'est traité. Je veux dire, il y a un réflexe un petit peu de opposition contrôlée qu'on a pu voir. Et je pense que ce réflexe-là aussi est, chez la plupart des gens, un réflexe qui est comment? Oui. Opposition contrôlée ou le nouveau antisémitisme, voilà, black pill.
Tu es une pilule noire. Ça, on me l'a sorti dans un débat sur les cryptos tout à l'heure. Franchement, je dis, mais les gars, ça va maintenant. Tout ce qui vous force à remettre en question vos croyances, tout d'un coup, c'est une pilule noire. Si tu vois les pilules noires partout, c'est que tu l'as avalé, la pilule noire. C'est ça que moi je vois. Et donc du coup, mais regarde Rémi, ce qui est en train de se passer là. Tu parles d'Alexis et de sa façon d'avoir géré, et tu nous demandes à nous de te répondre sur lui. Nous, on fait pas ça. Non, attention. Je vous ai pas demandé de répondre à la place d'Alexis Cossette. Non, parce que tu dis vous, quand tu parles de l'opinion Q, etc., et tu dis vous, et en fait, ce vous englobe visiblement nous. Mais aussi Alexis, après, mais aussi je les gens. Je connais pas les prénoms de tout le monde, donc je dis vous parce que c'est l'usage en français, mais après je peux pas. Oui, non, mais on est des individus. On est des individus avec des croyances différentes, avec des compréhensions différentes, avec des motivations différentes, avec. C'est des lignes rouges qu'on tire qui sont pas forcément les mêmes. C'est pas parce qu'on parle des mêmes sujets qu'on fait la même chose. Non, mais j'entends bien sur ce que. Vas-y. Ouais. Pardon. Juste, ce que je voulais dire, c'était que on se retrouve dans une situation, et c'était la même chose avec une interview qu'on a fait avec Stanislas Berton, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. On se retrouve dans une situation où maintenant il y a toute une nouvelle population que tu représentes, je pense très bien, qui se pose des questions sur ce truc-là. Q, ça fait 5 ans que j'en entends parler, je crois que c'était complètement de la merde. En fait, il y a des gens intelligents qui me disent qu'il y a quelque chose d'intéressant à comprendre. Et toi, tu arrives avec des questions extrêmement pertinentes. Pourquoi on devrait faire confiance à un gars dont on n'a aucune idée, ni de qui c'est, ni de si c'est toujours la même personne depuis ces 5 dernières années, que même entre nous, on n'est pas d'accord là-dessus, qui te dit des trucs qui manifestement ne se sont pas passés, comme Hillary Clinton ne s'est arrêtée en 2018. Pourquoi je devrais croire à ça? Nous, on arrive avec nos 5 ans d'expérience sur la question, en mode... Attention, il y a des très bonnes questions à se poser par rapport à ça. Et là, on se retrouve avec cette espèce d'hostilité due à une différence de niveau entre ceux qui ont lu genre 250 fois les posts de Q et toi qui arrives avec des questions extrêmement pertinentes. Donc, je pense que c'est très bien qu'on ait l'opportunité juste de mettre un peu de pacification au milieu de tout ça. Juste de se dire, attends, moi, ça fait 5 ans que je suis dans l'affaire. Mais lui, là, Rémi, il m'a l'air de dire des trucs qui sont quand même pas bêtes du tout. Et je pense que c'est des questions légitimes auxquelles il faut répondre. Donc, en fait, il y a tout cette espèce de nouvel environnement qui fait que, comme il est assez inédit et qu'il n'existait pas il y a 1 an de ça peut susciter beaucoup d'incompréhension chez les gens qui se comprennent dans la continuité de ce qui s'est passé avant et qui ne voient pas cette rupture qui est en train de se passer. Complètement. Et c'est là où je pense que l'échange qu'on a, il est primordial parce que ça permet de créer un pont. Moi, ce qui m'a étonné dans certaines réactions que j'ai pu avoir à ma vidéo, ce qui m'a étonné, c'est, en fait, je me retrouvais face à une communauté avec toute sa diversité, toutes ses différences, Léo, j'entends, on est d'accord sur ça. Je me suis retrouvé face à des commentaires, à des discours qui me disaient, tu parles de ce que tu ne connais pas, et de toute façon, on ne te l'expliquera pas parce que tu n'es pas avec nous. Et donc, je me dis, en fait, vous avez raison tout seul chez vous, avec une porte fermée. Tu es excommunié. Voilà, non mais il y a un peu ce côté-là. C'est pour ça que moi, si vous voulez, simple bouffon qui arrive. Nous on dénonce ça. Disant, nous on dénonce ça. Voilà, cette attitude-là, on la dénonce. Cet aspect-là m'intéresse à 2 titres parce que je trouve qu'il a quelque chose de contradictoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, mais quel que soit le sujet, c'est pas forcément la ligne Q, c'est plein d'autres sujets. Vous ne pouvez pas vous plaindre du rejet d'un système mainstream, on va dire, qui vous prend pour des gens isolés qui pensent tout seuls dans leur coin, si vous vous comportez comme des gens isolés qui pensent tout seuls dans leur coin. Et la deuxième chose, ça m'a valu quelques. Encore, hein. Mais oui, mais je peux pas dire autre chose, Léo. C'est globalisant. J'aimerais bien dire les prénoms. Oui, de tout mais le monde, nous on n'a pas cette attitude-là, et c'est ça qui nous fait chier dans cette histoire-là. C'est qu'on nous reproche des choses. Il. Tu parles alors, de cette. Il. Voilà. Je en corrige, pluriel avec un S à la fin. Même Yel, si tu veux. non, mais parce que j'allais venir à ce point-là en plus pour le petit tacle, parce que je sais que cette position avait pas beaucoup plu, mais je la maintiens parce qu'intellectuellement, je trouve qu'elle a au moins le mérite d'exister. C'est de dire il dans la ligne Q se positionne, on va dire, en opposition au courant wokiste, LGBT, on va dire wokiste par facilité là encore, parce qu'il y a beaucoup de tiroirs différents. Ouais. Et ce courant wokiste qui était une sorte de négation du réel possédé par les gens éveillés. Enfin, je suis pas une brute en anglais, mais woke, on est dans ce truc-là, éveillé, réveillé. Donc, ce que je ne comprends même pas, en fait. C'est pour ça que je demande des explications pour essayer de comprendre, c'est que vous avez un bloc de gens qui se positionnent contre un autre bloc de gens qui se disent éveillés et qui maîtrisent le réel en disant on est homme-femme selon la volonté de l'individu. Et en fait, aujourd'hui, certains se comportent de la même manière, en disant, nous, on est éveillés au discours de Q,
Et en fait, en gros, il y a ceux qui sont éveillés, ceux qui ne sont pas éveillés, avec quelque chose presque qui est du ressort de l'impiété. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans le discours de Q, repens-toi. C'est très bien dit. Quoi. Il y a un truc qui est marrant, c'est que on a remarqué, on a passé du temps un petit peu ensemble tous les trois la semaine dernière où on était au même endroit physiquement, ça arrive pas souvent. Et dans une des discussions avec Léo, on s'est rendu compte que dans un aéroport international, celui de Genève en l'occurrence, il y a 2 ou 3 ans, il y avait de la propagande woke de partout, genre de partout, des femmes à barbe sur toutes les affiches et tout ça. Aujourd'hui, plus du tout. Moi, j'ai été à Francfort dernièrement, à l'aéroport international, même chose. Et donc, en fait, il y a, et Léo est venu avec cette idée, c'est que cette psyop. Je peux la woke, dire du coup, puisque c'est la mienne. Je peux la dire. c'est la tienne. Donc, Vas-y, du Léo, coup, je te la laisse. j'observais aussi comment il y a eu une chute au niveau de toutes les psyops de propagande woke qui, d'un coup, elles ont fait shutdown. Okay? Elles ont commencé au début de cette année-là et très rapidement, elles ont fini. Et toutes ces ressources-là, elles ne sont pas allées nulle part. Ce que je remarque, c'est que toutes ces ressources, elles ont été mobilisées pleinement pour entrer dans la droite et créer une séparation là-bas, un schisme, tu vois. Et créer un schisme, ça veut dire qu'il crée un dogme d'abord, tu vois. Et donc, du coup, toutes ces opérations, elles sont venues de ce côté-là. Donc, actuellement, tu as des millions de comptes de cyborgs, c'est-à-dire mi-humains. Enfin, ce sont des bots principalement, mais de temps en temps, il y a un humain qui check, etc., qui sont venus polariser la droite et créer une séparation là-bas pour justement qu'il y ait une prise de bec entre l'extrême droite et la semi-extrême droite et la droite modérée et voilà l'extrême gauche par rapport à la droite, tu vois, à créer des comptes débiles comme ça et à les mettre, à se tirer dessus. Et je vois que il y a des psyops qui poussent dans cette direction-là et comment ils le font? Ils cherchent à créer une forme de pensée unique, créer le tribalisme derrière et le motiver. Et après, des gens comme nous, moi, j'arrive dans la section des commentaires. C'est très tentant de lire ces commentaires qui me flattent et qui vont chier sur les autres, tu vois. Et non, moi, je l'accepte pas, ça, en fait. J'accepte pas. Et même à ces personnes-là, je dis, écoute, là, ce que tu es en train de faire, c'est d'essayer de me radicaliser ou polariser. Est-ce que c'est conscient ou pas? J'en sais rien. Mais j'aime pas. Je ne pense pas que l'autre se trompe. Je pense que c'est un malentendu entre nous. Et j'essaye toujours de calmer le jeu. Parce que je te dis, c'est la plupart des commentaires que tu as lus, je mets ma main au feu que c'était des bots qui étaient là justement pour provoquer ça. Et souvent, malheureusement, on répond à des bots qui créent une illusion, puis après on se met, d'un coup, on est censé répondre à des choses qu'on n'a jamais dit. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, comme ça, tout le débat est dévié, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien, on ne discute plus. Et c'est comme ça que ça affaiblit. Et pendant ce temps, aux États-Unis, il y a plein de choses qui se passent. Et l'inculpation de John Bolton, il n'y a personne qui se rende compte de ce que ça veut dire. Vraiment. C'est en termes d'importance, et c'est pour moi, il y a une période de paix qui nous attend devant nous, simplement parce que cet individu-là, c'est symbolique. Son arrestation, c'est le complexe militaire-industriel qui a été désactivé avec lui. Et juste, personne parle de ça, tout le monde parle de qu'est-ce que pense Alexis, qu'est-ce que pense Jean-Paul et qu'est-ce que pense machin truc sur... Tu vois ce que je veux dire? Cette division entre nous, on perd du temps, alors que simplement on peut accepter les opinions différentes, la divergence d'opinions et juste discuter dans la fraternité. Je veux dire, moi, avant tout, Rémi, je t'ai rencontré même en vrai l'autre jour et j'ai trouvé que, en fait, juste je t'aime. Voilà, je t'aime. Tu es une personne extraordinaire qui m'inspire, tu vois. Et donc, moi, j'en ai rien à foutre de nos divergences, on les discute et tout. Moi, je vois un frère. Et du coup, je veux passer du temps avec mon frère. Et on reste concentré à l'essentiel, ce qui est proche de nous, tu vois. Et je vais pas baser mon interaction avec toi sur les commentaires d'inconnus sur X, parce qu'il y a 9 chances sur 10 que ça soit des bots. Et que, je dis pas que tout le monde c'est des bots. Je dis que certaines personnes interagissent avec les bots et ça prend sur la polarisation, tu vois. Donc, c'est vraiment une situation de merde délicate qu'on ne peut résoudre qu'à travers des échanges comme ça. Et c'est tout ce que je voulais. Juste un truc, est-ce que ça vous dit qu'on se dirige vers une conclusion? Parce qu'au niveau du chrono, je pense qu'on en est rendu là. Ça me va. Vas-y, D'accord. Rémi. Peut-être on laisse Rémi finir. Rémi à la fin. Rémi à la fin. On te laisse le dernier mot, Rémi, parce que c'est comme ça qu'on est censé faire. Nico, le premier, le plus jeune. Je peux commencer. Juste, tu as évoqué que le gars qui a pris le nom d'une lettre, cette lettre, on ne l'a pas évoquée, mais c'est le degré le plus haut d'accessibilité aux informations confidentielles aux États-Unis. C'est l'autorisation Q. Voilà, c'est juste pour et c'est au rappeler ça très département rapidement. d'énergie.
au département d'énergie qui apparemment Voilà. il est au-dessus de toutes les institutions. Voilà. C'est ça. Bah, après, tu en fais ce que tu veux. Hein. Ça se mange sans pain. Conclusion, Nico. Ouais, conclusion. Bah, merci pour cette discussion. Et également, nous aussi, on se creuse la tête par rapport aux questions que tu nous as posées. Parce qu'il y a certaines incohérences. Soit le temps les résoudra et qu'au final, il y aura une action qui deviendra claire pour nous. Soit on acceptera qu'on s'est trompé, hein, comme c'est déjà arrivé par le passé. En tout cas, aujourd'hui, il y a des personnalités très, très importantes et très, très influentes comme Kirill Dmitriev, qui appuient Q et qui sont très très proches des républicains et l'administration de Trump et qui établissent les relations internationales entre eux. Donc, le poids de Q, il existe réellement. Et il est démontré par ces personnes-là. Voilà, c'est sur ça que je voulais finir, même si j'ai pas de chute. Est-ce que je c'est suis une pas un bonne humoriste. chose? Voilà. Merci. Bon, c'est mon tour. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a eu, en 2021, 2022, il y avait beaucoup de médias sociaux dont on fait partie, je pense que tu en fais partie aussi. Voilà, on nous a donné un micro, puis on a commencé à avoir un porte-voix qui était intéressant. C'était une époque où il y avait des enjeux sur lesquels il fallait vraiment aller se battre, sur la possibilité de pouvoir rentrer dans un restaurant ou pas, sans devoir me donner tes empreintes digitales, une empreinte rétinienne ou des choses comme ça. C'était vraiment des enjeux dans lesquels on était. Et donc là, un certain nombre de gens dont on a fait partie, dont tu fais partie, se sont levés et ont dit non. Voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, on n'est plus face à des problèmes et des attaques directes de cet ordre-là. Bon, il y a l'identité numérique qu'on pourrait prendre et qui est en train de pointer son nez et que c'est un peu du même ordre. Mais du coup, notre rôle a changé. Et je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, notre rôle, c'est devenu justement, est-ce qu'on va rentrer dans la polarisation? Est-ce qu'on va rentrer dans une espèce de guerre de frère contre frère? Ou est-ce que justement, et c'est pas normal que ce soit aussi difficile à faire, on peut justement faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire te prendre toi, Rémi, moi c'est la première fois que je te parle, j'apprécie ce que tu fais, et se dire, ah bah tiens, là c'est cool, on est d'accord, là on n'est pas d'accord. Et moi, franchement, je serais très ouvert à refaire d'autres émissions avec toi sur ce sujet ou sur d'autres, mais juste pour pouvoir confronter des points de vue. Parce que, objectivement, même si je suis convaincu par ce que je dis, ton point de vue n'est pas idiot du tout. Et je me dis, ouais, en fait, cette question, moi, je suis convaincu que là, il y a quelque chose d'intéressant à comprendre. Mais ta non-conviction et que je trouve ça un petit peu ridicule que de trouver qu'il y a quelque chose à comprendre ici, fait du sens. Et je voudrais qu'on puisse continuer à échanger, peut-être pour qu'on soit les garde-fous des uns des autres, malgré non seulement malgré, mais justement parce qu'on a des points de vue qui sont pas, et des perspectives qui sont différentes. Et donc moi, je suis très content d'avoir l'occasion de faire ça et très content d'avoir notamment l'occasion de faire ça avec toi parce que voilà, t'es aussi sympa en vrai que ce que j'ai pu le voir dans tes émissions. Donc merci pour cet échange. Voilà, salutations à ton public, salutations aux nôtres et puis à très bientôt les gars. Merci. En ce qui me concerne, on va te laisser le dernier mot, Rémi. Moi, j'ai l'histoire qui me rappelle beaucoup de choses parce que je vois l'histoire se répéter et j'aimerais que cette fois, ça ne soit pas le cas. Et l'histoire nous a montré qu'à l'époque, avant la montée des nazis, il y avait un pouvoir qui était libéral et qui voulait absolument tout dérégler, tout, etc., avec les antifas, parce qu'ils existaient déjà à l'époque, tu vois, qui poussaient dans une direction et qu'ils ont poussé tellement fort dans une direction que quand ça a été lâché par inertie, c'est allé dans l'autre extrême et on a eu la création des nazis. D'accord? Le nazisme, c'est une réponse au fascisme en face, tu sais. Bref, et donc, je suis en train de voir la même chose se produire aujourd'hui et Q dit des choses intéressantes. Et à l'avoir étudié jusqu'à présent, je ne vois pas des failles vraiment importantes dans le narratif, mais encore une fois, on n'a pas eu le temps d'entrer dans les détails et on ne peut pas en 2 minutes. Mais dans tous les cas, je vois qu'il y a des bonnes choses qui sont faites. Après, j'essaye de faire très attention pour éviter à ce qu'il y a un nouveau mouvement qui s'élève en réaction de l'autre et que ça soit dans l'autre extrême. C'est-à-dire qu'on tombe dans une pensée unique. Encore une fois, c'est juste, elle pense autre chose, mais ça reste une pensée unique qui détruit l'individu et qui élimine sa liberté de penser et de s'exprimer. Et donc, j'essaie de rester attentif à tout ça. Merci pour tes questions, merci pour ta présence. On espère avoir apporté quelques éléments, mais encore une fois, je vais insister qu'on ne peut pas aborder ce sujet-là en 1 heure ou en 2 heures. Là, concrètement, parler de Q, c'est revenir à parler des choses qui se sont passées très longtemps avant, tu vois, la montée du complexe militaire industriel, la guerre froide et comment la guerre froide a été utilisée pour donner du pouvoir aux services de renseignement, les services secrets.
Et du coup, tout était secret après. À partir de là, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. La situation est beaucoup trop complexe. Mais j'espère qu'ici, au moins, on a pu prouver qu'on peut discuter, même quand on n'est pas d'accord, dans la fraternité. C'est essentiel. C'est encore une fois, nous, on n'est pas des suiveurs de Q. On est des suiveurs du Christ. C'est le Christ, moi, qui est mon chemin. Oui. Juste avant de redonner la parole à Rémi, peut-être qu'on pourrait mentionner très très brièvement les épisodes de la Dévolution. C'est différentes vidéos qu'on a faites qui sont disponibles sur notre site et que si jamais vous savez pas de quoi ça parle, ça pourrait vous intéresser pour comprendre cet écosystème Q. Il y a beaucoup d'heures de vidéos, il y a au moins 6 ou 7 heures de vidéos, mais je pense que c'est quelque chose de très intéressant si jamais vous avez envie d'aller creuser ces choses-là un peu plus profondément. C'est sur notre site adnm.live. Vous allez ici dans la section articles, vous faites pilule rouge et dans les pilules rouges, vous avez une série, je pense que c'est dans la 2e page. C'est la série d'évolution, donc 6, 5, 4, 3, enfin il y a 6 épisodes. Et ouais, là il y a beaucoup d'informations qui sont nées. Dans tous les cas, merci pour tout Rémi. Et du coup, le dernier mot revient à toi. Vraiment un immense merci à vous. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on a fait parce que je trouve que ça a jamais été aussi important que de créer des ponts et de montrer aux gens que on peut avancer ensemble sans être d'accord. Et effectivement, cette polarisation pendant le Covid, paradoxalement, elle était assez simple parce que c'était le pouvoir qui mettait en place des mesures sanitaires destinées aux citoyens, donc dirigés contre les citoyens. Donc il y avait 2 blocs assez facilement identifiables. Moi, je parle beaucoup d'actualité française, je suis français, donc je vois l'horizon présidentiel pour 2027 qui se rapproche, et donc on voit que cette polarisation, elle est en train de prendre d'autres visages, d'autres facettes, et donc la vigilance qu'on avait pendant le Covid, qui était une vigilance de corps, on était ensemble, elle était plus facile parce qu'il y avait 2 corps identifiés. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Et chacun a toutes les bonnes raisons du monde d'avoir ses idées, d'avoir ses convictions. Mais pour autant, si on commence à perdre cette vigilance face à ce fameux diviser pour mieux régner qui ne disparaîtra pas d'ici demain ou après-demain, si on perd cette vigilance en disant diviser pour mieux régner, c'était avant, mais en fait aujourd'hui c'est plus pareil parce que c'est véritablement telle idée qui doit triompher ou tel parti politique. Pour moi, on se plante. Donc je pense que ce qu'on fait là, c'est je suis très fier en fait de faire ça modestement, de dire voilà, on n'est pas d'accord, mais on montre que c'est possible. Et puis on apprend aussi l'un des autres, les uns des autres. Moi, Q, comme je le disais tout à l'heure, j'étais beaucoup dans l'ignorance, donc je suis pas forcément d'accord, mais au moins j'apprends des choses. On se tend la main mutuellement et je pense que c'est un message en soi positif et qui nous aide à aborder après les autres sujets, les autres enjeux évidemment, mais avec un point de départ qui j'espère un peu plus lumineux. Donc vraiment du fond du cœur, merci beaucoup. Merci à toi. Juste rappelle-moi, où est-ce que je peux venir te voir en spectacle? Parce que là, je crois que la semaine qui vient, tu es en spectacle en France, non? Absolument. Là, les prochaines dates 2025, c'est Plan de campagne. Donc, juste à côté de Marseille, le 7 novembre. Après, ce sera Paris, le 20 novembre. Et Genève, pour finir l'année, le 13 décembre. Et puis, les dates 2026 arrivent bientôt. On va les officialiser d'ici 10 jours. Donc, surveillez. Il y a déjà une vingtaine de dates qui ont été signées. Donc, ça continue. Les bêtises continuent. Super, merci beaucoup Rémi. J'ai hâte de voir, je pense que je vais venir dans un des spectacles clairement. Merci pour ta présence ici, merci à vous tous qui regardez et à bientôt peut-être pour un autre débat ou approfondir des sujets spécifiques, etc. Et puis on espère vraiment qu'on a pu apporter quelque chose d'utile à tous. Merci Rémi, merci tout le monde. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Alors, du coup, nous, on va finir sur notre générique. Vraiment, on n'a jamais assez de temps pour ce genre de débat. C'est incroyable. Donc, on ne peut pas parler de ces sujets-là sans passer des heures et des heures et des heures. Et si on ne le fait pas, forcément, la compréhension n'est pas toujours complète. Mais on a déjà fait l'outro, donc moi, je propose qu'on passe directement au générique. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, vendredi à 20h. À bientôt.